Au cœur des étendues sauvages du Montana, là où les montagnes se dressent comme des bastions oubliés par le temps et où les pins bruissent des secrets de générations passées, un garçon de 12 ans fit une découverte qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur le territoire où il avait grandi. Tommy Fletcher, enfant des forêts, suivait la piste de cerf à travers un labyrinthe d'aiguilles de pins et d'ombres mouvantes lorsque son regard tomba sur quelque chose d'absolument inconcevable. Une voie ferrée, rongée par la rouille et avalée par la végétation, se frayait un chemin au milieu des arbres. Des rails que plus aucun train n'avait foulés depuis des décennies gisaient comme les restes silencieux d'un géant disparu. Plus loin, d'anciens wagons abandonnés reposaient tels de gigantesques bêtes endormies, couverts de mousse et de feuilles mortes, leur carrosserie dévorée par le temps. Pourtant, ce paysage n'avait rien d'un simple vestige historique. De la boue fraîche portait les traces récentes de pas humains. Des branches avaient été coupées, le passage visiblement dégagé, et Tommy prêta l'oreille. Un son ténu, presque irréel, le frôla. Le métal contre le métal. Un grincement discret, comme un souvenir mécanique refusant de s'éteindre. Quelqu'un utilisait encore cette ligne fantôme, dans le secret le plus absolu. Son cœur battait au rythme du mystère qui venait de s'ouvrir sous ses yeux. Il ne connaissait pas l'origine de cette voix, ni les secrets qu'elle semblait vouloir cacher, mais il pressentait une vérité sombre, une vérité capable d'ébranler jusqu'au cœur même de Pine Ridge, la petite communauté qu'il avait vue naître. Une vérité que certains seraient peut-être prêts à protéger au prix du sang. Le lendemain matin, la lumière pâle traversa la fenêtre de la cuisine. Tommy, assis en silence devant ses œufs brouillés, revoyait sans cesse les rails enfouis et les wagons à l'abandon. Sa mère, Sarah Fletcher, remarqua aussitôt son air soucieux. C'était un don qu'elle avait acquis dans la solitude de son rôle de mère célibataire. À 34 ans, elle portait dans son regard une force tranquille, née des batailles qu'elle avait dû mener seule, après avoir perdu son mari au service militaire lorsque Tommy n'avait que 7 ans. Elle ne cessa jamais d'espérer un retour impossible, tendant l'oreille à chaque pas qui résonnait sur le trottoir. « Tu es bien silencieux ce matin », fit-elle en se servant une seconde tasse de café. Elle enseignait en primaire à l'école du village, la même que Tommy fréquentait, mais heureusement pas dans sa classe. Elle connaissait chaque sourire, chaque blessure invisible de son fils. Il leva la tête, ses yeux bruns foncés, hérités de son père, brillants d'inquiétude et de quelque chose d'autre, une détermination trop grande pour son âge. Sur sa ceinture reposait l'ancien couteau de chasse de son grand-père, un objet transmis de génération en génération chez les Fletcher, symbole d'honneur et de responsabilité. Son grand-père le lui avait offert pour ses 10 ans, en lui rappelant que l'outil n'était pas un jouet, mais un engagement. Tommy hésita. Ce qu'il avait découvert la veille ne pouvait se raconter à la légère. L'abandon apparent de cette ligne de chemin de fer n'était qu'une façade, un mensonge végétal pour cacher une activité clandestine. Il ne savait pas encore ce qui se tramait là-dessous, mais son instinct lui criait que cela le dépassait. Il se contenta donc de répondre, d'un ton qu'il voulut naturel, « Je pensais simplement à la chasse d'hier. » Ce n'était pas entièrement faux. Il détourna la conversation vers son ami Jake Morrison, qui voulait l'accompagner lors de sa prochaine sortie. Les Morrison avaient quitté la Californie pour vivre une existence qu'ils appelaient plus authentique, mais qui exigeait des adaptations parfois brutales. Jake apprenait la forêt avec une énergie maladroite, se plaignant souvent de l'absence de réseau mobile là où le silence régnait en maître. Sarah sourit. Elle appréciait Jake pour l'espoir et l'ouverture qu'il apportait à son fils, si habile à disparaître dans les arbres plutôt qu'à se mêler aux autres enfants. « Reste prudent, et prends le talkie-walkie », dit-elle en désignant le vieux poste radio d'urgence sur le comptoir. Le même que son père avait toujours gardé sur lui pendant ses longues explorations. Une fois son sac préparé avec méthode, chaque objet à sa place précise, Tommy quitta la maison. L'air matinal du Montana sentait la résine et la neige lointaine. Pine Ridge était une petite communauté de 300 âmes, nichée dans une vallée façonnée par les montagnes. Une seule route principale, une épicerie, une station-service, un corps de pompiers volontaires. Le monde semblait figé ici, intemporel. Les familles avaient si longtemps habité ces lieux que leurs noms semblaient gravés dans les troncs des pins centenaires. Son grand-père lui avait transmis un sens profond de l'histoire du pays, des ruées vers les mines d'argent, des espoirs envolés, des villages devenus spectres. Cependant, rien dans ses récits n'évoquait cette voie ferrée mystérieuse. C'était trop important pour qu'il ignore ce qu'elle représentait. Il allait la retrouver. Il allait comprendre. Tommy rejoignit la maison des Morrison. À travers la vitre, il aperçut Madame Morrison en train de faire cuire des pancakes, tandis que son mari lisait des nouvelles financières sur sa tablette.
Un contraste frappant entre le monde urbain qu'ils avaient quitté et celui, sauvage, qui les entourait désormais. Jake ouvrit la porte, encore en pyjama. Son visage s'illumina à la vue de son ami, avant de s'assombrir lorsque Tommy lui annonça qu'il devait parler, seul. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent derrière la maison, assis sur un vieux tronc d'arbre, loin des oreilles indiscrètes. Tommy lâcha enfin le secret. Il décrivit les rails dévorés par la nature, les wagons abandonnés, et surtout les indices de présence humaine toute récente. Jake l'écouta bouche bée, mettant du temps à comprendre l'ampleur de ce que cela impliquait. Une voie ferrée secrète ? Qui pourrait vouloir cacher ça, demanda-t-il, la voix chargée d'un mélange d'effroi et d'excitation. Tommy n'en savait rien. Cependant, quelque chose, ancré au plus profond de lui, murmurait que cette ligne représentait plus qu'un simple vestige oublié. Les montagnes recelaient parfois des secrets dangereux. Les hommes les avaient façonnés, puis abandonnés, préférant que certaines histoires ne soient jamais déterrées. Les deux garçons se levèrent. Sans échange superflu, sans plan précis, ils savaient qu'ils allaient y retourner ensemble. Ils avaient grandi dans un monde où l'aventure n'était plus censée exister que sur les écrans. Pourtant, au fond de ces forêts, loin de l'œil des adultes, une aventure réelle les appelait. Un mystère prêt à leur dévoiler la face sombre de leur propre village. En silence, ils se dirigèrent vers l'orée de la forêt. Jake vérifia le talkie-walkie que Sarah avait insisté pour prêter à Tommy. Le soleil perçait entre les branches, projetant au sol de grandes lames dorées. Chaque pas les éloignait davantage de la sécurité de leur foyer. Chaque respiration les plongeait un peu plus dans l'inconnu. Le murmure des pins leur paraissait presque un avertissement. Les montagnes savaient garder les secrets, surtout ceux que des hommes puissants voulaient étouffer. Au milieu des troncs, les rails rouillés semblaient n'être que le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. Une histoire que deux garçons de 12 ans allaient tenter de comprendre, au risque de devenir, eux aussi, une vérité que l'on préfère ne pas révéler. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils affronteraient. Ils ne savaient pas que la ligne de fer qu'ils s'apprêtaient à suivre allait les mener vers des tunnels où le passé respirait encore. Vers des ombres prêtes à tout pour rester enfouies. Vers des secrets qui transformeraient leur regard sur la ville, sur leur famille, et peut-être même sur eux-mêmes. Tommy avança le premier, ses yeux sombres fixés vers le cœur sauvage de la montagne. Jake inspira un grand coup, tentant de calmer les battements effrénés de son cœur, puis lui emboîta le pas. Leur aventure ne faisait que commencer, et déjà l'air semblait plus lourd, plus épais, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Au fond des pins, les rails attendaient. Tommy sortit de sa poche un morceau d'écorce de bouleau, souple et clair, dont la surface portait des marques de crayon grossières formant une carte rudimentaire. Il le déplia avec un soin presque cérémoniel. « J'ai trouvé quelque chose hier, dit-il, la voix basse, comme s'il craignait qu'un secret s'échappe avec ces mots. Quelque chose d'important. » Jake se pencha, intrigué, observant les lignes irrégulières et les symboles tracés à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » On dirait une carte. C'est une carte d'une voie ferrée que j'ai découverte environ 5 km au nord-est de Copper Creek. Tommy suivit l'itinéraire du bout du doigt. Regarde. Elle part d'ici, traverse cette vallée, et disparaît dans Milleres Canyon. Jake se redressa, les sourcils froncés, la méfiance dans la voix. Une voie ferrée là-bas ? Tommy, il n'y a aucun chemin de fer dans ces montagnes. Mon père a étudié toute l'infrastructure de la région avant que nous déménagions. Il avait peur du bruit. S'il y avait des rails, il le saurait. Tommy hocha la tête. Je pensais pareil. Pourtant, elle est bien là, Jake. Des wagons, une locomotive, des rails solides. Comme si un train avait été garé en plein cœur de la forêt et que plus personne n'était revenu. Jake resta silencieux un long moment, l'esprit en ébullition. Son père, ingénieur rigoureux, lui avait transmis une logique scientifique implacable. Les mystères lui donnaient envie de trouver des explications rationnelles. C'est peut-être du vieux matériel d'exploitation forestière. On utilisait autrefois des petites voies ferrées pour transporter le bois. Pas celle-ci. Ce sont des rails de taille standard, en acier lourd. Tommy baissa instinctivement la voix, bien qu'il fût seul dans les bois. Et le plus étrange, c'est que certaines sections semblent entretenues. Entretenues ? Répéta Jake, maintenant vraiment inquiet. Oui. Rails huilés. Végétation coupée autour des wagons. Et j'ai trouvé des empreintes de pas récentes près de la locomotive. Il planta son regard dans celui de Jake.
Quelqu'un vient là-bas. Récemment. Un frisson glacé remonta l'échine de Jake. Les mystères des films d'aventure semblaient exaltants, mais confrontés au réel, ils prenaient soudain une gravité plus sombre. On devrait prévenir quelqu'un. Ta mère, mes parents, le shérif Davison? Tommy soupira. Et leur dire quoi? Qu'on a découvert une voie ferrée secrète qui n'apparaît sur aucune carte? On passera pour des gamins qui inventent des histoires. Ils ne nous croiront jamais. Il se releva, époussetant ses jeans. Et s'il y a une raison pour que ce train reste secret? S'il y a des choses qu'on ne veut pas qu'on voit? Jake sentit son cœur battre plus vite. Dans ce cas, on ferait mieux de ne pas fouiner. Tommy observa son ami longuement. Jake avait toujours été plus prudent, conscient des risques que l'audace de Tommy ignorait. C'était ce qui rendait leur amitié si solide, l'équilibre fragile entre la témérité de l'un et la sagesse de l'autre. J'y retourne, Jake. Avec toi si tu m'accompagnes, mais j'irai même tout seul s'il le faut. Jake poussa un long soupir, sachant qu'il s'apprêtait à accepter quelque chose qui les dépasserait peut-être. Quand? Cet après-midi. On dira à nos parents qu'on va camper à Silver Lake. Mais on ira au train à la place. Tu prends ton sac de couchage et un peu de nourriture. J'ai déjà le reste de l'équipement. Jake secoua la tête. Passer la nuit dehors? Si quelque chose nous arrive, mes parents vont devenir fous. Calme-toi. Rien ne nous arrivera. On sera prudent. On prendra des photos avec ton appareil et on essaiera de comprendre ce qu'il se passe. Tommy avait cette façon de transmettre sa conviction, une étincelle d'aventure dans le regard qui faisait vaciller la raison. Pense-y, depuis quand il se passe quelque chose d'intéressant à Pine Ridge. C'est peut-être l'aventure qu'on attend depuis toujours. Jake fixa une dernière fois la carte improvisée, puis contempla le visage résolu de son ami. Contre toute logique, l'excitation l'emporta sur sa peur. D'accord. Mais on reste ensemble. On ne touche à rien de dangereux. Et au moindre signe bizarre, on s'en va. Compris? Tommy lui tendit la main avec un large sourire. On se retrouve au début du sentier vers Copper Creek à 14 heures. Et surtout, ne dis rien à personne. Pas avant qu'on sache à quoi on a affaire. Quand Tommy s'éloigna en direction de sa maison, Jake resta assis sur le tronc d'arbre. Son regard demeurait fixé sur l'endroit où la carte avait été. Il savait au fond de lui qu'à partir de maintenant, leur existence tranquille dans les montagnes allait se compliquer. L'après-midi, la lumière du soleil filtrait à travers les aiguilles des pins lorsque les garçons revinrent sur les lieux. Jake haletait après la randonnée de 5 kilomètres, son corps encore peu habitué au relief montagnard. Ils avaient menti à leurs parents en parlant d'une nuit à Silver Lake, loin d'imaginer ce qu'ils s'apprêtaient vraiment à découvrir. La culpabilité serrait encore un peu leur cœur, mais la curiosité brûlait plus fort. « Regarde » chuchota Tommy en écartant discrètement des branches. « Tu vois ce reflet » Jake resta figé. Même après les explications de Tommy, voir réellement les wagons abandonnés surgir au milieu des pins géants lui parut irréel. La nature avait commencé à reprendre ses droits, lierre sur les parois métalliques, jeunes arbres poussant entre les traverses. Pourtant, l'ensemble semblait trop intact pour un site véritablement délaissé. C'est incroyable. Souffla Jake en sortant son appareil photo. Tu crois que ça date de quand? Des décennies peut-être. Mais observe. Le premier wagon était un boxcar rouge rouillé, portant des lettres presque effacées. La porte était entr'ouverte, suffisamment pour laisser passer un corps humain. Quelqu'un est entré récemment, affirma Tommy. La poussière ne s'accumule pas comme ça toute seule. Jake s'accroupit pour examiner les gonds. Et ses charnières. Elles sont graissées. Un endroit abandonné ne s'entretient pas tout seul. Ils échangèrent un regard lourd de non-dit avant que Tommy ne se glisse à l'intérieur. Jake le suivit à contre-cœur, serrant son appareil contre lui comme un talisman. Des raies de lumière traversaient les planches disjointes, révélant un intérieur étonnamment propre. Le sol en bois portait les marques fraîches de pas humains. Jake tomba sur un petit tas d'objets, bouteilles d'eau récentes, emballages de barres énergétiques, réchauds compacts. Tout ça est moderne. Les dates de péremption ne sont même pas passées. Tommy s'avança vers le fond du wagon. Là, suspendue à un clou, une lanterne de chemin de fer ancienne oscillait légèrement. Il l'attrapa, examina sa base, puis actionna un interrupteur. Une lumière chaude envahit l'espace. Elle fonctionne.
On remplace encore les piles. Quelqu'un entretient vraiment tout ça. Jake photographia chaque détail, mais chaque cliché alimentait davantage le mystère. Qui vivait ici? Où était cette personne à cet instant précis? Ils explorèrent 3 autres wagons, découvrant à chaque fois le même mélange étrange, abandon visible, mais maintien discret. Dans le caboose, ils trouvèrent des étagères pleines de livres, tous parfaitement conservés, manuels ferroviaires des années 1950, romans contemporains, revues techniques. La bibliothèque d'un esprit solitaire et cultivé. Près de la locomotive, un autre détail glaça les garçons, des symboles gravés à même la coque de métal. Taillés avec force et précision, ils ressemblaient à un langage codé. Tommy passa ses doigts dessus. Ce n'est pas un gribouillage. Quelqu'un laisse un message ici. Pour qui? Pourquoi? À mesure qu'il photographiait, le silence de la forêt devenait pesant. Chaque cri d'oiseau, chaque craquement de branche semblait une menace potentielle. Une présence invisible paraissait tapie dans les ombres. Il faudrait monter le camp avant la nuit, dit Jake, la voix tendue. Rester si proche de ces wagons lui donnait des sueurs froides. Ils trouvèrent une clairière à une centaine de mètres, suffisamment proche pour garder une vue sur le train, mais assez éloignée pour espérer dormir. Le halo rassurant de la lanterne était posé entre eux, comme un gardien. Demain, on suit les rails, annonça Tommy en s'enfonçant dans son sac de couchage. On verra où il mène. Jake acquiesça sans répondre. La peur se mêlait à l'excitation, une sensation nouvelle, chargée de pressentiments. Il lui vint à l'esprit que certains secrets devraient peut-être demeurer cachés. Pourtant, il savait qu'il ne reculerait plus. L'aube se leva doucement sur les montagnes. Une brume légère s'élevait du sol, l'air sentait la terre humide et les aiguilles de pin. Au loin, le cri d'un huard résonna comme un avertissement venu des lacs invisibles. Tommy s'éveilla en premier, comme toujours. Son corps semblait parfaitement accordé au rythme de la nature environnante. Jake dormait encore profondément, épuisé par les découvertes de la veille et les bruits nocturnes étranges. Tommy se redressa lentement, scrutant la forêt qui s'étendait devant lui. Les rails brillaient faiblement sous la lumière naissante, semblant inviter les 2 garçons à avancer plus loin. Ce train, perdu au cœur de la montagne, n'était pas un simple vestige du passé. Il respirait encore. Quelque chose, ou quelqu'un, y vivait dans l'ombre. Et ce jour-là, sans le savoir vraiment, Tommy et Jake venaient de poser le premier pas vers un secret capable de bouleverser leur vie, et peut-être bien plus encore. Dans la pâle lumière de l'aube, lorsque la forêt n'était encore qu'un murmure et que la rosée perlait comme des perles fragiles sur chaque brin d'herbe, Tommy sortit du silence de la tente. Il avait veillé longtemps, incapable de chasser de son esprit l'image du gigantesque engin endormi non loin de là. Il avançait sur la terre froide avec précaution, porté par une force inexplicable, comme si quelque chose dans ce colosse d'acier l'appelait. La locomotive semblait plus majestueuse et plus mystérieuse encore que la veille. Les plaques de métal noir, humides des vapeurs nocturnes, reflétaient les couleurs légères du matin. On aurait dit qu'elle respirait, qu'elle se préparait à se réveiller, telle une créature mythique figée dans le temps. Tommy sentit son cœur battre plus fort. Il s'agissait de quelque chose de bien plus impressionnant qu'un simple vestige du passé. Grimpant dans la cabine, il retint son souffle. Hier, sous le regard attentif de Jake, il n'avait pas osé s'y aventurer. Maintenant, seul face à cette masse de commandes, il découvrit un tableau complexe. Des cadrans par dizaines, des leviers, des interrupteurs, une architecture mécanique qui révélait l'expertise des hommes ayant autrefois dirigé cette machine. Chaque élément semblait porteur d'histoires enfouies, de trajets secrets et d'efforts colossaux. Soudain, son attention fut attirée par un petit compartiment situé derrière le siège du conducteur. Une curiosité le poussa à l'ouvrir. Il y trouva un objet auquel il ne s'attendait absolument pas. Un carnet. Relié de cuir, patiné par le temps mais loin d'être ancien. Il trembla un peu en le prenant entre ses mains. C'était un témoignage intime, et peut-être dangereux. Un artefact d'un présent encore vivant. Il l'ouvrit délicatement, découvrant des pages couvertes d'une écriture serrée, précise. La première date lui fit froncer les sourcils. 15 mai. 3 mois auparavant à peine. Le texte était concis mais lourd de sens. Un autre groupe de randonneurs s'est approché du site aujourd'hui. Obligé de me replier plus profondément dans le réseau de tunnels jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Chaque année, il devient plus difficile de préserver le secret, mais la promesse faite à Catherine demeure. Le travail de son père doit rester protégé jusqu'au moment opportun.
Tommy sentit une bouffée d'excitation déferler en lui. C'était la preuve que quelqu'un utilisait encore cette voie ferrée. Pas un vagabond ni un collectionneur décadent. Quelqu'un qui connaissait son histoire. Quelqu'un qui se battait pour préserver une œuvre mystérieuse dont la valeur semblait dépasser l'entendement. Il tourna les pages, absorbant chaque ligne à mesure que le mystère s'élargissait. 3 juin. Traces de pneus près de la vieille route d'accès. Mégo qui n'y était pas la semaine dernière. Ils ont promis de laisser la zone tranquille après l'accord de 75, mais les promesses du gouvernement ne valent jamais grand-chose. Il va falloir redoubler de prudence. Le cœur battant, Tommy referma le journal lorsque la voix de Jake déchira le silence du matin. Il glissa rapidement le carnet dans la poche intérieure de sa veste. Instinctivement, il comprit qu'il ne devait pas partager cette découverte. Pas encore. Certaines révélations exigeaient un temps de compréhension. Un temps de protection. Je suis là, répondit-il en redescendant du géant d'acier. Jake sortit de la tente en se frottant le dos, le visage froissé par une nuit inconfortable sur le sol dur. On dirait que dormir par terre, c'est pas aussi glorieux que dans les films. J'ai l'impression d'avoir lutté avec des ours pendant toute la nuit. Tommy esquissa un sourire. Malgré les courbatures et les plaintes, l'étincelle de curiosité dans les yeux de Jake était la même que celle qui brûlait en lui. La découverte de cette ligne de chemin de fer abandonnée avait éveillé quelque chose de puissant dans leur esprit d'aventure. Ils avalèrent un petit déjeuner frugal, barres énergétiques et mélange de fruits secs, puis établirent un plan. Tommy observa la direction des rails avec la boussole. Les rails partent vers le nord-est. Si on les suit sur quelques kilomètres, on pourra peut-être comprendre où cette voie voulait mener. Ce fut un périple plus ardu que prévu. Des années sans entretien avaient laissé la nature reprendre ses droits. Arbres effondrés, ronces, troncs glissants, tous les obligeaient à contourner, grimper, se faufiler. Leur progression était lente, difficile, mais la détermination les poussait à continuer. Après presque 2 heures de marche, ils s'immobilisèrent net. Devant eux, béante et obscure, s'ouvrait une bouche de pierre, un tunnel taillé directement dans la montagne. Végétation suspendue, débris accumulés, mais la structure demeurait solide, presque intacte. Pas une simple excavation minière improvisée. Une œuvre d'ingénierie professionnelle, coûteuse, calculée. Un projet ambitieux, aujourd'hui effacé des cartes. Jake murmura, comme si le moindre mot pouvait réveiller des forces enfouies. Un tunnel. Tommy, cette voie traverse littéralement la montagne. Une vague de frissons parcourut les 2 garçons. Tommy braqua sa lampe dans la pénombre. Les rails disparaissaient dans une obscurité interminable. Cette ligne avait été conçue pour aller loin, très loin. Jake reprit, mêlant enthousiasme et appréhension. Il nous faut plus d'équipement pour aller là-dedans. Cordes, lampes supplémentaires, de quoi marquer notre chemin. Si on se perd, on est fichu. Tommy acquiesça. Sa main se porta instinctivement à la poche où reposait le journal. Il n'était plus seulement question d'exploration. Il existait d'autres hommes, aujourd'hui, qui surveillaient encore ce lieu. Une présence invisible, méfiante. Accueillerait-il 2 adolescents curieux? Ou les considérerait-il comme une menace? Plus tard dans la journée, les 2 garçons poussèrent les lourdes portes en bois de la petite bibliothèque municipale de Piney Ridge, installée dans un coin du centre communautaire. Leurs vêtements étaient encore couverts de poussière forestière. Madame Henderson leva son regard vif de derrière son bureau. Elle veillait depuis près de 40 ans sur cette modeste collection, et possédait un talent presque surnaturel pour détecter les projets douteux des jeunes de la ville. Eh bien, si ce ne sont pas nos explorateurs locaux. Qu'est-ce qui vous amène ici un si bel après-midi? Je croyais que c'était le moment de faire des bêtises pour se forger le caractère. Tommy tenta de conserver un ton naturel. On travaille sur un projet scolaire sur l'histoire locale, en particulier sur les moyens de transport utilisés autrefois dans les montagnes. Madame Henderson arqua un sourcil, suspicieuse. Un projet sur les transports? C'est précis. Et quel genre de devoir nécessite une telle recherche historique? Jake intervint rapidement. C'est pour un bonus de points. Mon père dit qu'il faut comprendre comment les infrastructures influencent la croissance des communautés. La bibliothécaire les observa encore un instant, puis se leva finalement et leur indiqua le fond de la salle. Dans ce cas, commencez donc par la section histoire locale. Vous y trouverez des archives de journaux remontant aux années 20, quelques documents de compagnies minières, et des témoignages recueillis par d'anciens élèves.
Les garçons se plongèrent aussitôt dans les rayonnages poussiéreux, tournant page après page, bobine après bobine de microfilm. L'essentiel concernait l'exploitation forestière et le bref boom minier des années 40. Rien qui évoquait une entreprise ferroviaire secrète, jusqu'à ce que Tommy tombe sur un article du Pine Ridge Weekly, daté de 1952. Un frisson remonta sa colonne vertébrale. Le chemin de fer local cesse brusquement toute activité, annonçait le titre. L'article était étonnamment court. Trop court. Il mentionnait simplement que la Pine Ridge Mountain Railway suspendait immédiatement ses opérations en raison d'un changement dans les règlements fédéraux sur le transport. Aucune explication. Aucun détail. Une disparition soudaine, qui semblait avoir été effacée de la mémoire collective. Tommy leva les yeux vers Jake. Les deux garçons se comprirent sans un mot. Ils venaient de mettre le doigt sur une vérité que certains avaient voulu enterrer. Et maintenant, cette vérité commençait à bouger sous leurs pieds. Quelque part dans les crayons secs de l'article, dans les vibrations du tunnel silencieux, dans l'odeur d'huile froide de la locomotive endormie, un secret attendait. Pas un souvenir abandonné. Pas un trésor mort. Un secret encore vivant. Tommy sentit le poids du journal contre son cœur. Les mots écrits de cette main inconnue semblaient pulser légèrement, comme si l'encre chaude appelait sa propre destinée. Le passé n'était pas terminé. Il était seulement caché. Et eux venaient d'ouvrir la porte. Tommy tenait fermement la copie du vieil article de journal entre ses doigts. Les encreuses lettres parlaient d'une décision gouvernementale brusque, d'un arrêt brutal, presque clandestin, du Pine Ridge Mountain Railway. Aucune explication sur les raisons, aucune mention de ce que transportait la ligne, pas un mot sur le sort des installations. Le silence imprimé en disait plus long que 1000 phrases. Madame Henderson, appela Tommy en levant légèrement le journal. Vous souvenez-vous de cette voie ferrée, le Pine Ridge Mountain Railway? La bibliothécaire s'approcha de leur table. En voyant l'article, son expression se transforma subtilement. Ses traits se durcirent, comme si un souvenir qu'elle aurait préféré oublier venait de la frôler. Cette histoire date d'avant que je travaille ici, mon grand. J'étais encore une enfant. Tommy insista doucement. Pourtant, cela a dû faire du bruit à l'époque. Une voie entière qui ferme du jour au lendemain, dans une petite ville comme la nôtre, cela a dû marquer les gens. Madame Henderson resta silencieuse un instant, le regard sur les lignes jaunies. On sentait qu'elle mesurait soigneusement ses mots. À ce moment-là, les gens avaient compris qu'il valait mieux ne pas trop poser de questions. C'était une autre époque, avec la guerre froide et tous ses secrets d'État. On apprenait à détourner le regard pour éviter les ennuis. Jake leva la tête d'une carte qu'il étudiait. Des secrets d'État. Pourquoi le gouvernement se soucierait d'un chemin de fer perdu au milieu des montagnes? Je ne pourrais pas vous répondre, répondit la bibliothécaire d'un ton qui suggérait pourtant qu'elle en savait bien davantage. Peut-être que vous devriez vous concentrer sur un sujet plus facile, comme l'histoire des mines. Beaucoup de mineurs sont encore en vie pour en parler. Tommy replia prudemment le journal et le glissa dans sa poche. Est-ce qu'il resterait des gens en ville qui ont travaillé là-bas? Quelqu'un que nous pourrions interroger pour notre projet. Cette fois, le regard de la bibliothécaire devint franchement inquiet. Les personnes âgées n'ont pas besoin d'être dérangées par des souvenirs, qui n'ont aucune raison de revenir à la surface, répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta dos à eux, immobile. Sauf que, si vous étiez vraiment décidé, il y a bien Frank Kowalski. Il a travaillé brièvement sur cette ligne avant sa fermeture. Il vit dans la maison bleue sur Maple Street. Sa voix se fit encore plus basse. Mais vraiment, je vous conseille de ne pas remuer ce qui a été scellé. Lorsqu'elle retourna à son bureau, les deux garçons échangèrent un regard vibrant d'excitation mêlé d'appréhension. Ils avaient enfin une piste solide. Une piste qui venait accompagnée d'avertissements. Frank Kowalski, murmura Jake avec un mélange de curiosité et de respect. Tu crois qu'il acceptera de nous parler? Tommy toucha le carnet caché dans sa veste, repensant au passage évoquant des interférences gouvernementales, des promesses non tenues. Une seule manière de le savoir. Il faudra juste être prudent. Si Madame Henderson semblait aussi nerveuse, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment important derrière tout ça. La maison de Frank Kowalski, au bout de Maple Street, ressemblait à un bastion silencieux. Peinte d'un bleu délavé, elle portait pourtant les traces d'un entretien régulier. À l'avant, un jardin soigné témoignait de longues années de patience et de mains expertes. Tommy et Jake restèrent un moment plantés devant le portail,
tentant de trouver le courage de frapper chez un homme dont les réponses semblaient dangereuses pour eux, et pour d'autres. Ils n'en eurent pas le temps. La porte s'ouvrit. Un homme grand et mince apparut, ses cheveux argentés capturant la lumière du soir. Ses yeux, vifs et perçants, semblaient pouvoir lire les intentions les plus enfouies. « Vous restez planté devant mon portail depuis 10 minutes, déclara-t-il avec une pointe d'ironie. Sa voix portait un accent venu d'Europe de l'Est. Soit vous planifiez de me cambrioler, soit vous cherchez quelque chose qui demande plus de courage que ce que vous avez montré jusqu'ici. Tommy avança d'un pas, choisissant la franchise. Monsieur Kowalski, nous sommes Tommy Fletcher et Jake Morrison. Nous voudrions vous poser quelques questions sur l'ancienne voie ferrée, si vous acceptez d'en parler. Aucun sourire. Pas un mouvement du visage. Mais ses yeux changèrent légèrement, comme si un souvenir enfoui venait de se réveiller. Quel chemin de fer, jeune homme? Le Pine Ridge Mountain Railway. Nous avons trouvé un article de 1952 qui mentionne votre nom. Le silence qui suivit fut lourd. Frank les observa longuement, comme s'il pesait leur sincérité, leur naïveté, et le risque qu'ils prenaient à leur répondre. Puis il s'effaça pour les laisser entrer. Son salon était humble, presque austère, mais empreint d'une chaleur discrète. De vieilles photos encadraient le manteau de la cheminée. Sur l'une d'elles, Frank plus jeune posait en salopette et casquette de cheminot, un large sourire éclairant son visage. À ses côtés se trouvait une femme au regard tendre. « Catherine », dit Frank en remarquant que Tommy fixait la photographie. « Ma femme. Le cancer me l'a prise il y a 15 ans. C'est elle qui m'a convaincu de garder le silence. Elle disait que certains secrets doivent être portés jusqu'au bout pour protéger ceux qu'on aime. » Jake se redressa, mal à l'aise. Nous ne voulons pas créer de problème. Nous avons trouvé quelque chose dans les bois et nous essayons simplement de comprendre. Frank se dirigea vers un vieux coffre en bois et en sortit un petit objet métallique. Il le fit rouler dans ses doigts. Une insigne d'union ferroviaire, usée par le temps. J'ai travaillé sur cette ligne pendant 18 mois. Le meilleur travail que j'ai jamais eu, et le secret le plus dangereux que j'ai jamais gardé. Il tendit le badge à Tommy. À une époque, ce symbole signifiait que je faisais partie d'une opération dont on ne devait jamais parler. Pas à nos épouses, pas à nos amis, pas même aux autres cheminots. Tommy sentit un frisson en caressant la surface polie par les années. Quel genre d'opération? Frank fixa la photo de Catherine, comme pour demander la permission de poursuivre. Des opérations gouvernementales. Des affaires de guerre froide que vous lisez dans les livres maintenant. En 1951 et 1952, c'était bien plus qu'une leçon d'histoire. C'était une réalité menaçante et omniprésente. Il reprit d'une voix grave. Nous transportions des choses qu'il était impossible de faire circuler sur les voies classiques. Des objets tellement sensibles qu'ils devaient rester invisibles aux yeux du monde. Jake déglutit. Quel genre de choses? Frank détourna les yeux vers la fenêtre, observant les silhouettes des montagnes. Des scientifiques. Des documents confidentiels. Des équipements expérimentaux. Et parfois, des personnes dont le travail pouvait changer l'équilibre du pouvoir mondial. Leur localisation devait rester secrète, même vis-à-vis de certaines agences gouvernementales. Le silence retomba, lourd et plein de sous-entendus. La voie n'a jamais été abandonnée, ajouta-t-il. Elle a été scellée, camouflée, protégée. Et certains sont chargés de veiller à ce que cela reste ainsi. Tommy sentit le journal contre sa poitrine, devenu presque brûlant. Il y a encore des gens qui surveillent le site? Frank se retourna brusquement. Ses yeux se plissèrent. Pourquoi poses-tu cette question, Tommy Fletcher? Tommy resta figé. Comment connaissez-vous mon nom de famille? Frank inspira lentement, comme si prononcer la phrase lui coûtait. Parce que je connaissais ton père. Michael Fletcher. Il faisait partie de l'équipe de sécurité assignée à la protection de la voie après sa fermeture officielle. Le cœur de Tommy manqua un battement. Son père avait toujours été discret sur son passé. Trop discret. Jake balbutia. Le père de Tommy travaillait pour le gouvernement? Pour protéger cette voie ferrée? Frank hocha la tête. Les montagnes gardent bien leurs secrets. Certains hommes aussi. Tommy sentit la pièce tourner légèrement autour de lui. Tout ce qu'il croyait savoir sur son père venait de vaciller. Frank poursuivit, plus doucement. Comprenez cela.
Si cette histoire a été enterrée, ce n'est pas par hasard. Ceux qui ont décidé de l'enfouir feront tout pour que le passé reste invisible. Tommy et Jake échangèrent un regard. Ils venaient de mettre le pied dans un monde où la vérité avait un prix. Un monde où chaque réponse entraînerait de nouvelles questions. Un monde où les erreurs pouvaient être irréparables. Frank s'assit, l'air fatigué. Si vous continuez dans cette direction, vous devrez être prêt à affronter des forces qui dépassent de loin deux garçons curieux. La peur, pourtant, n'effaça pas l'éclat de détermination dans les yeux de Tommy. Il comprit que ce qu'ils avaient trouvé dans les bois n'était pas un vestige oublié du passé. C'était une porte entr'ouverte sur une vérité que certains avaient juré de protéger à tout prix. Et son père y était lié. Tommy sentit son cœur cogner contre sa poitrine lorsque Frank prononça ces mots lourds de sens, son père était mort pour protéger des secrets. Les secrets qu'il venait, lui et Jake, de remettre en mouvement sans le vouloir. Une chape de plomb s'abattit sur ses épaules. L'aventure qu'il imaginait comme un jeu d'exploration était devenue un danger réel, un labyrinthe d'ombres lié à son propre passé. Frank les regardait fixement, les yeux brillants d'une inquiétude difficile à masquer. Il leur demanda de raconter chaque détail de leur découverte dans la montagne, sans rien omettre, car leur sécurité pouvait dépendre de la moindre information. Alors Tommy, avec une lenteur presque solennelle, sortit de sa veste le journal en cuir qu'il avait trouvé dans la cabine de la vieille locomotive. Le simple contact de l'objet lui glaça les doigts. Il le déposa sur la table basse, comme s'il posait là une preuve accablante. Le vieil homme pâlit en reconnaissant le carnet. Ses mains tremblaient en l'effleurant, comme si les années venaient soudain de s'abattre sur lui. Tommy expliqua que quelqu'un avait écrit dedans récemment et semblait veiller sur l'œuvre du père de Catherine. Ce nom provoqua un frisson dans le regard de Frank, un mélange de souvenirs et de douleur. Il s'assit et inspira profondément avant de révéler que Catherine avait été sa femme. Son père, quant à lui, n'était autre que le docteur Samuel Morrison, l'un des plus grands physiciens nucléaires des premières années de la guerre froide. Il avait mis au point des techniques révolutionnaires pour le traitement de matériaux radioactifs indispensables à la défense nationale des États-Unis. Pour le protéger, et surtout pour protéger ses recherches, le gouvernement avait fait construire une ligne de chemin de fer secrète, traversant la forêt et menant à un laboratoire dissimulé dans les montagnes. La locomotive abandonnée n'avait jamais été un simple vestige de l'histoire, mais une pièce d'un puzzle dangereux, encore vivant. Jake, qui jusque-là écoutait avec fascination, manqua s'étouffer lorsqu'il entendit le nom Morrison. C'était son propre nom de famille. Était-il possible qu'il soit lié à cet homme légendaire dont les travaux avaient influencé la sécurité mondiale ? Une parenté lointaine n'était pas exclue selon Frank, ce qui ajouta un nouveau poids à l'instant déjà vertigineux. Frank feuilleta lentement le journal. Le soulagement et la crainte se mêlaient dans ses yeux. La personne qui écrivait ces notes fallait-il encore espérer qu'elle soit vivante ? Était Edward Chen, l'assistant du docteur Morrison. On l'avait assigné à rejoindre Los Alamos à la fin du projet, mais il avait refusé de quitter la région, convaincu que quelqu'un devait continuer de veiller sur l'héritage scientifique laissé dans les montagnes. Depuis, il vivait en ermite, gardien d'un secret qu'aucune décennie n'avait réussi à enterrer. Jake demanda ce qu'il était advenu du docteur Morrison. Frank répondit, la voix grave, qu'il était mort en 1954, officiellement de cause naturelle. Pourtant, son décès avait laissé derrière lui des recherches assez sensibles pour attiser la convoitise de puissances étrangères. Les retombées de son travail n'avaient jamais cessé d'inquiéter certains milieux gouvernementaux. Frank se leva, se dirigea vers la cheminée et sortit un dossier manille caché derrière des livres. Il le remplaça sur la table et, avec un sérieux presque sacré, en tendit une page à Tommy. Le document portait des sceaux officiels, des tampons gouvernementaux, et les restes brûlés sur un coin témoignaient d'une tentative de destruction passée. Tommy put y lire le nom d'une opération clandestine, Project Mountain Shadow. Un réseau d'installations secrètes, utilisant le chemin de fer comme artère invisible pour déplacer des matériaux nucléaires loin des regards du monde. Frank ajouta que le père de Tommy lui avait confié ces documents avant de mourir, avec ordre de les transmettre à son fils le jour où il serait assez mûr pour affronter la vérité. Ce jour était venu. Sans qu'il n'ait rien choisi. Sans préparation. Il devint rapidement évident que l'existence d'Edward Chen posait un problème majeur. Le gouvernement, pour des raisons de secret classifiés, ne pouvait admettre l'existence d'un projet qu'il avait effacé de l'histoire. Conséquence, Chen était surveillé officieusement. Les pères de Tommy et Jake faisaient partie de ces sentinelles discrètes. D'autres les avaient remplacés après leur mort. Un cercle invisible,
protecteur, et désormais incomplet. Frank les avertit que les intérêts étrangers n'avaient jamais cessé. Des agents tapis dans l'ombre cherchaient encore à mettre la main sur les travaux du docteur Morrison, prêts à tout pour obtenir ces connaissances capables de bouleverser l'équilibre mondial. Leur simple découverte du site pouvait avoir suffi à déclencher des alarmes lointaines. Le silence tomba lourdement dans la pièce. Jake finit par demander, la voix blanche, ce qu'il devait faire désormais. Frank répondit qu'il devait prévenir des personnes de confiance, agir vite et espérer qu'il n'avait pas déjà mis en branle une chaîne de catastrophes impossibles à arrêter. Il décrocha son téléphone, le regard sombre, comme en prière. 3 jours passèrent. Des jours de doute, de peur et d'attente. Jake, terrassé par une grippe soudaine, resta chez lui, fiévreux et inconscient du monde extérieur. Tommy, lui, n'en pouvait plus. Il devait comprendre davantage. Il devait agir, même seul. Il prétexta une partie de pêche à Copper Creek. Une excuse partiellement vraie, suffisamment crédible pour ne pas éveiller les soupçons de sa mère. Le sentier qu'il emprunterait passait à moins d'1 kilomètre du site ferroviaire. Si quelqu'un posait des questions, il pourrait toujours dire qu'il s'était un peu égaré. La forêt n'avait plus la même allure. Elle semblait scruter chacun de ses pas. Le vent qui fredonnait entre les branches résonnait comme un avertissement. Les oiseaux, d'ordinaire bavards, demeuraient étrangement silencieux. Tommy avançait à pas mesurés, écoutant chaque bruissement. Les leçons de son grand-père, ancien chasseur, prenaient enfin une signification nouvelle. Ne laisser aucune trace. Ne jamais être vu avant d'avoir vu. Parvenu en vue de la clairière où reposaient les wagons oubliés, il se figea. Un frisson parcourut son dos. Ce qu'il percevait était différent de la première fois. Les traces au sol n'étaient pas celles d'un vieil homme solitaire aux chaussures usées. Les empreintes dans la terre humide appartenaient à plusieurs individus. La semelle était récente, parfois même semblable à des bottes militaires. L'herbe piétinée n'avait pas encore eu le temps de se redresser. Ils étaient venus très récemment. Tommy se glissa entre les buissons, se rapprochant du train en retenant sa respiration. Il s'efforçait de devenir invisible, un murmure dans les ombres. Lorsqu'il atteignit la cabine de la locomotive, là où il avait trouvé le journal, son regard fut attiré par quelque chose qui n'était pas là auparavant. Fixé sur le tronc d'un arbre, à une vingtaine de mètres, un petit boîtier gris clignotait discrètement. De la taille d'un jeu de cartes, l'objet émettait une lumière presque imperceptible. Ce n'était ni une balise de randonnée, ni un objet abandonné au hasard. C'était un dispositif de surveillance. Quelqu'un les observait. Quelqu'un avait déjà compris que des intrus s'étaient aventurés dans la zone. Tommy sentit le sol se dérober sous lui. Chaque seconde passée ici l'exposait à un danger qu'il ne pouvait ni mesurer ni combattre. Une sueur froide lui coula dans le dos tandis qu'il comprenait l'ampleur de l'erreur commise, revenir seul avait été folie. Il recula lentement, cherchant à disparaître sans faire le moindre bruit. Son cœur battait si fort qu'il craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Les arbres semblaient se refermer sur lui, la nature complice de ceux qui la défendaient. Il fallait prévenir Frank. Prévenir Jake. Prévenir n'importe qui. Trop tard. Une voix brisa le silence derrière lui, froide comme une pierre tombale. Tu n'aurais jamais dû revenir ici, Tommy. Dans la pâle clarté filtrant entre les sapins, la surface noire et mate de l'objet se distinguait à peine parmi les ombres de la forêt. Pourtant, un détail glaça Tommy jusqu'à l'os, un minuscule point rouge clignotait à intervalles réguliers. Une caméra de surveillance. Le garçon eut l'impression que tout l'air s'échappait de ses poumons. Sa découverte n'était pas simplement un vestige d'un passé industriel oublié. Quelqu'un observait cet endroit. Quelqu'un surveillait le train. Et désormais, quelqu'un l'avait peut-être observé lui. Son esprit s'emballa alors qu'il scrutait les arbres, son regard cherchant frénétiquement d'autres lentilles dissimulées dans le feuillage. Depuis combien de temps ces dispositifs étaient-ils là? Combien de pères dieux anonymes avaient assisté à ces déplacements, à ces gestes, à ces découvertes? Et surtout, qui recevait les images envoyées par ces caméras? Tommy se força à respirer lentement. Se laisser prendre par la panique serait une erreur fatale. Il recula doucement hors du champ de vision de l'appareil, puis fit un large détour, contournant les wagons abandonnés comme un animal traqué cherchant à échapper à un prédateur invisible. Chaque pas était mesuré, silencieux, conscient. Les leçons de son grand-père, chasseur chevronné et homme des bois, résonnaient dans sa tête. Il fallait devenir l'ombre parmi les ombres,
la respiration de la forêt, un élément de la nature que personne ne remarque. Près de l'ancien Caboose, son cœur se serra davantage. Des mégots de cigarettes. Tout récent. Le tabac encore odorant sur la terre humide. À cet endroit, l'écorce d'un tronc était polie, comme si quelqu'un s'y était adossé pendant des heures, observant patiemment les wagons. Et pire encore, des traces de pneus, profondes, fraîches, menant à un renfoncement parfaitement dissimulé par les buissons. Un emplacement où un véhicule pouvait rester invisible de tous ceux qui emprunteraient le sentier principal. Tommy sentit ses mains trembler. Frank Kowalski avait parlé de puissants intérêts étrangers liés aux travaux du docteur Morrison. Ces menaces semblaient plus proches que jamais. Il était clair que ces visiteurs ne venaient pas en simples curieux. Restait à comprendre s'ils servaient un gouvernement protégeant un secret national ou une puissance étrangère prête à tout pour s'approprier une découverte scientifique sensible. Dans un cas comme dans l'autre, leur présence signifiait danger. Soudain, un grondement lointain déchira le silence. Un moteur. Approchant par la route cachée. Tommy plongea derrière un tronc couché recouvert de mousse et s'aplatit contre le sol froid. Les aiguilles de pin piquaient ses joues, son cœur cognait à un rythme effréné. Une lueur sombre glissa entre les arbres, un SUV tout-terrain, peint d'une couleur mate, sans marque identifiable, modifié pour affronter les pires terrains. Deux hommes en descendirent avec la précision froide de soldats aguerris. Ils vérifièrent rapidement leur équipement, communiquant par de petits appareils radios accrochés à leur veste. Leur posture, leur coordination, la vigilance constante dans leurs mouvements, rien en eux ne ressemblait à de simples civils. Mouvement détecté dans le secteur 7, annonça l'un en pressant son émetteur. Sans doute un animal, mais on vérifie. Une voix métallique répondit, restez attentif. Shen s'active beaucoup ces derniers temps. Il doit commencer à sentir la pression. Edward Shen. Le nom fit l'effet d'une lame glacée dans la nuque de Tommy. S'il y avait des camps opposés, alors qui disait vrai? Qui défendait la vérité? Qui menaçait sa famille? Tapi derrière son abri naturel, le garçon observa avec effroi la façon méthodique dont les hommes inspectaient la zone. Ils vérifièrent les caméras, remplacèrent des batteries dissimulées, photographièrent chaque brin d'herbe déplacé, chaque trace suspecte. Leur efficacité imposait un mélange d'admiration et de terreur. Puis l'un d'eux s'accroupit brusquement, juste là où Tommy et Jake avaient marché 3 jours plus tôt. Des empreintes. De la pointure d'un gamin. Ce n'est pas le profil de Shen, remarqua-t-il. Probablement un local. On passera les visages en reconnaissance dès que possible. Si quelqu'un d'autre découvre le site, il faut accélérer le calendrier. Le calendrier? Quel calendrier? Les interrogations se bousculaient dans le crâne de Tommy, mais il n'eut pas le luxe d'y réfléchir. Les hommes se rapprochaient. Suivant son propre chemin, traquant ses traces. Il se dirigeait droit vers l'endroit où il se cachait. Il écrasa son corps contre la terre, cherchant à s'effacer dans la forêt. Plus aucun son ne devait le trahir. Même sa propre respiration lui semblait trop bruyante. S'il le trouvait, ces hommes n'allaient certainement pas se contenter de le raccompagner chez lui en lui interdisant de revenir. Une certitude lourde, instinctive, s'abattit sur lui, s'il se faisait prendre, son existence entière basculerait dans une nuit sans retour. Les pas s'approchèrent, les brindilles craquèrent. Toute la forêt sembla retenir son souffle avec lui. Au moment précis où il crut sa fin arriver, les hommes s'éloignèrent, attirés par un autre indice. Tommy n'attendit pas une seconde de plus. Il quitta l'endroit en courant, bondissant par-dessus les ronces, filant à travers les clairières, haletant sous le poids de l'adrénaline. Il ne s'arrêta qu'en poussant la porte de sa maison, le cœur prêt à exploser. Sarah Fletcher, assise à la table de la cuisine, corrigeait des copies d'élèves. Le contraste entre son quotidien paisible et la menace tapie dans les montagnes frappa Tommy comme une claque. Il laissa tomber son sac et son matériel de pêche, essuyant la sueur sur son front. « Maman, il faut qu'on parle. C'est à propos de papa. » Sarah leva les yeux. Le tremblement dans la voix de son fils lui fit comprendre que le moment qu'elle redoutait depuis des années venait de les rattraper. Tommy sortit de sa veste le document classifié que lui avait donné Frank Kowalski. Le cachet officiel, les mentions top secrètes semblaient incongrues à côté des exercices d'addition étalés sur la table. Frank dit que papa faisait partie de quelque chose qui s'appelait Projet Mountain Shadow. Qu'il est mort en protégeant des secrets gouvernementaux. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Le silence se fit lourd,
si lourd qu'il semblait absorber toute lumière. Le visage de Sarah se durcit, puis se fissura lentement, dévoilant une tristesse profonde, ancienne, patiemment enfouie et déjà prête à jaillir. Enfin, elle répondit d'une voix douce, presque brisée. Parce que je lui avais promis. Il voulait te préserver. Il voulait que tu vives une enfance normale, sans porter le poids de sa mission. Elle se leva, comme mue par un geste trop longtemps différé, et s'approcha d'un placard. Derrière des dossiers administratifs parfaitement rangés, elle sortit une petite boîte en bois. Tommy n'en avait jamais soupçonné l'existence. Elle l'ouvrit avec une révérence silencieuse. À l'intérieur, reposaient les plaques militaires de Michael Fletcher. Une photographie où il posait en uniforme, droit et fier. Des cartes d'identification portant des mentions codées. Tommy prit les plaques entre ses doigts. Les lettres en relief, froides contre sa peau, étaient un souvenir tangible de l'homme dont il connaissait si peu. Ton père n'était pas un soldat ordinaire. Il appartenait à une unité spécialisée dans la protection de programmes hautement sensibles, expliqua Sarah en s'asseyant de nouveau auprès de son fils. Elle posa une carte sur la table et lut les inscriptions. Michael Fletcher. Autorisation niveau 7. Projet Mountain Shadow. Son rôle était de protéger un centre de recherche confidentiel, quelque part dans ces montagnes. Sa voix trembla légèrement. On m'a dit qu'il était mort dans un accident d'entraînement. Mais la vérité est plus compliquée. Tommy sentit un poids indescriptible se loger dans sa poitrine. Ses questions, ses doutes, ses rêves d'enfant émerveillés par la figure héroïque d'un père disparu, tout s'entremêlait dans un tourbillon de révélations inquiétantes. Il sortit alors les mots qui lui brûlaient la gorge. Ce centre, il est toujours surveillé. J'ai vu des hommes, des professionnels armés de matériel militaire. Ils ne sont pas là pour jouer aux gardiens de musée. Les secrets de papa sont toujours dangereux pour quelqu'un. Sarah referma la boîte avec un soin presque sacré. Elle resta immobile un moment, puis redressa la tête avec la détermination d'une mère prête à faire face au pire. Ton père disait toujours que ce jour arriverait. Que tôt ou tard, quelqu'un découvrirait le site et chercherait à percer ses secrets. Il m'a laissé des consignes. Si jamais. Elle tendit la main vers le téléphone. Mais Tommy la saisit avant qu'elle ne puisse appeler qui que ce soit. Attends, maman. Avant d'appeler qui que ce soit, il y a encore quelque chose que tu dois savoir. Une tension électrique envahit la pièce. Le monde de Tommy, autrefois simple et serein, venait de s'effondrer pour révéler un univers d'ombre, de mensonges, de dangers insoupçonnés. Ce qui se jouait là dépassait les mystères d'un père absent. Une conspiration silencieuse battait son plein, quelque part dans le secret des montagnes. Et désormais, une famille entière se trouvait au cœur d'un conflit qui pourrait déterminer le destin de découvertes que certains jugeraient trop puissantes pour être révélées. Tommy inspira profondément, prêt à parler. Sarah s'agrippa à sa main, prête à entendre. Dans l'air flottait une certitude terrible, rien ne serait plus jamais comme avant. Jake Morrison pouvait être lié aux scientifiques qui avaient autrefois travaillé dans ce laboratoire clandestin au cœur des montagnes. Ce nom, Morrison, n'était pas anodin. Le docteur Morrison avait eu de la famille en Californie. Cette révélation fit naître une lueur de compréhension dans les yeux de Sarah Fletcher. Cela expliquait tant de choses. Les déménagements soudains, les précautions que son mari avait toujours prises, les non-dits, les regards qui en disaient long. Il arrivait que les familles de personnes impliquées dans des projets classifiés soient relogées, parfois à des milliers de kilomètres, afin d'assurer leur protection. Leur installation à Pine Ridge ne tenait donc pas du hasard, mais de la nécessité. Sarah composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Une voix calme se manifesta. Frank, c'est Sarah Fletcher. Tommy a trouvé la voie ferrée. Et il n'est pas le seul. D'autres l'ont trouvé, ou l'ont suivi. Un bref silence lourd d'implications suivit. Oui, Frank. Je pense que le moment est venu. Pendant que sa mère échangeait des phrases codées, signe d'une préparation longue de plusieurs années pour cet instant exact, Tommy fouillait avec davantage d'attention les affaires qu'avait laissées son père. Sous quelques photographies jaunies par le temps, il découvrit une feuille soigneusement pliée. C'était une carte de la région montagneuse, dessinée de la main de son père, parsemée de symboles mystérieux. L'un d'eux identifiait précisément l'endroit où Tommy avait déniché le chemin de fer abandonné. Lorsque Sarah rejoignit son fils, elle posa la main sur la carte. Ton père a passé les 3 dernières années de sa vie à établir des plans de contingence, expliqua-t-elle d'une voix ferme.
Des plans destinés à protéger le site de recherche si jamais il était découvert ou menacé. Elle désigna les marques entourant d'autres zones isolées dans les montagnes. Ici, des refuges. Là, des caches de ravitaillement. Et ici, des points de communication. Il a bâti un réseau entier pour défendre les travaux du docteur Morrison. L'héritage qui pesait désormais sur les épaules de Tommy ne se constituait pas de terre ou d'argent. Il était fait de responsabilité, de loyauté, de promesses transmises à travers des décennies de sacrifices familiaux. Et maintenant, que fait-on ? Demanda Tommy, la gorge serrée. Maintenant, répondit sa mère en se dirigeant vers l'armoire verrouillée contenant leurs armes, nous honorons la promesse de ton père. Et nous espérons que 12 années de tranquillité nous ont suffisamment préparés à ce qui s'annonce. L'affrontement eut lieu à l'aube. Un souffle glacé traversait la forêt alors que les premières lueurs du soleil perçaient la brume. Sarah et Tommy avaient passé la nuit dans l'un des refuges marqués sur la carte, une petite cabane dissimulée dans un bosquet de trembles, à environ 3 km de la voie ferrée. Frank Kowalski les y avait rejoints au cœur de la nuit, emportant avec lui une caisse d'armes et du matériel de communication caché pour ce scénario redouté. Tommy se réveilla brusquement au grondement sourd de moteurs approchant par la piste d'accès. Ces sons, faibles mais précis, n'échappaient pas à l'oreille d'un enfant des montagnes. Il se glissa jusqu'à l'unique fenêtre de la cabane. Dans le matin encore bleu, 3 SUV noirs avançaient en formation, silencieux, menaçants, comme des prédateurs rôdant autour de leur proie. Gouvernement ou puissance étrangère, murmura Frank, vérifiant l'armement d'un fusil dont les marques indiquaient un long passé militaire. Nous allons vite le découvrir, répondit Sarah avant de porter un talkie-walkie à sa bouche. Agent Martinez, ici Sarah Fletcher. Nous avons plusieurs véhicules en approche du site secondaire. Confirmez la position de vos équipes. Un grésillement. Puis une voix claire et tendue. Madame Fletcher, nous n'avons aucune unité dans votre secteur. Je répète, aucun allié ne se trouve près de votre position. Considérez toutes les forces approchant comme hostiles. Tommy sentit son estomac se contracter. Les silhouettes qui descendaient des véhicules n'étaient pas celles des agents du gouvernement observant la zone depuis plusieurs semaines. C'étaient d'autres hommes. Organisés. Finançables. Impitoyables. À travers les troncs, il distingua des équipes se déployer avec l'efficacité de soldats aguerris. Tenue sombre. Fusil d'assaut. Communication silencieuse. Formation tactique. Il n'était pas venu parlementer. Sarah attrapa le sac à dos de Tommy, celui contenant les documents de son père et un poste radio sécurisé. Frank, emmène Tommy jusqu'à la cache d'urgence. J'essaierai de vous gagner du temps pour transmettre ces informations à Martinez. Maman, jamais je ne te laisserai seul ici. Tu n'as pas le choix. Ton père est mort pour protéger ce secret. Je ne laisserai pas son sacrifice être réduit à néant parce que nous avons refusé de suivre les protocoles qu'il a élaborés. Frank posa une main ferme sur l'épaule du garçon. Elle a raison, fils. Ce qui compte le plus, c'est avertir ceux qui pourront empêcher que cette histoire dégénère en incident international. Dehors, les assaillants entouraient déjà la cabane, établissant des angles de tir croisés, prêts à lancer un assaut coordonné. Ils connaissent notre position au détail près, nota Frank en observant à travers des jumelles. Ce qui signifie, ajouta Sarah en chargeant son arme, qu'ils connaissent aussi d'autres refuges. Quelqu'un leur a transmis des informations classifiées concernant le réseau de ton père. Un soldat s'avança et cria en anglais teinté d'un accent étranger. Madame Fletcher, nous savons que vous êtes ici. Nous ne souhaitons pas vous blesser, ni votre fils. Nous voulons seulement récupérer les données scientifiques qui appartiennent à notre gouvernement. Quel gouvernement ? Répliqua Sarah. Celui qui finançait les recherches du docteur Morrison avant que votre pays ne les vole. Nous sommes ici pour récupérer un bien qui nous a été pris illégalement. Tommy regarda Frank, perdu. De quoi parle-t-il ? De politique de la guerre froide, répondit Frank, sombre. Avant la classification du projet, Morrison collaborait peut-être avec des scientifiques étrangers. Certains attendent depuis 70 ans de s'emparer de sa découverte finale. Sarah se tourna vers eux, déterminée. Frank, filez par l'arrière. Suivez le lit de la rivière jusqu'à la cache. Ensuite, rejoignez Martinez. Je les retiendrai. Elle n'eut pas le temps d'ajouter un mot. Tommy vit soudain l'un des soldats retirer son casque. Son visage apparut. Un visage connu. Edward Chen.
Soufflat et Hill. C'est lui. L'homme qui surveillait le site depuis des années. Il travaille avec eux. Frank reçut ce coup comme un poing au ventre. Tout ce temps, Edward jouait un double jeu. Il attendait le moment idéal pour vendre les travaux de Morrison au plus offrant. Une vitre éclata. Les envahisseurs entraient. L'enfer se déclencha. Tommy et Frank bondirent par la fenêtre arrière, atterrissant dans les feuilles humides avant de s'enfoncer à toute allure dans la forêt. Derrière eux, la fusillade éclata, chaque détonation rappelant que Sarah se battait seule pour les sauver. Frank, malgré ses 70 ans, courait avec une vivacité inattendue. Toute une vie de travail sur les rails l'avait sculpté en homme robuste. Tommy menait l'échappée, ouvrant la voie sur des sentiers à peine visibles, tracés par les elks et les cerfs, révélés seulement à ceux qui connaissaient intimement ces montagnes. Il se rappelait chaque instruction de son grand-père, où poser le pied, comment disparaître dans le terrain, comment confondre les poursuivants. Ils atteignirent un amas de rochers qui, au premier regard, semblait parfaitement naturel. Tommy s'agenouilla et glissa ses doigts dans une fissure qu'il savait être une serrure improvisée. Une pierre bascula, révélant une cavité soigneusement aménagée par son père. À l'intérieur se trouvaient des munitions, des rations, des vêtements isolants et un émetteur longue portée, drapé dans une toile protectrice. Frank prit une grande inspiration. Bon travail, gamin. Sans toi, je ne l'aurais jamais trouvé assez vite. Tommy serrait le sac contre lui, conscient que chaque seconde gagnée signifiait peut-être une minute de plus pour sa mère. Au loin, les coups de feu résonnaient encore mais plus sporadiques. Une inquiétude viscérale noua sa gorge. Il faut retourner l'aider, dit-il avec un mélange de rage et de peur. Frank lui attrapa le poignet. Écoute-moi. Le courage ne consiste pas toujours à se battre. Parfois, il s'agit de survivre pour accomplir la mission que d'autres ont commencée. Tommy baissa les yeux. Son père lui avait laissé une tâche. Sa mère était en train de la protéger du prix le plus élevé. Il n'avait pas le droit d'échouer. Frank alluma le système de communication, tentant d'établir le contact avec Martinez. Ici Kowalski. Nous avons les documents. Équipe hostile lourdement armée. Fletcher est resté en arrière pour couvrir notre repli. Nous avons besoin d'une extraction urgente. Je répète, extraction urgente. Une brève réponse résonna finalement dans le haut-parleur. Message reçu. Tenez la position. Renfort en route. Tommy releva la tête. Les rayons du soleil perçaient enfin la brume. La lumière semblait lui rappeler une vérité essentielle, rien n'était terminé. Ces montagnes qu'il avait toujours considérées comme son refuge devenaient désormais un champ de bataille. Il prit une profonde inspiration. Le combat de son père. La promesse de sa mère. L'avenir de toute une découverte scientifique portant les espoirs et les peurs d'un autre siècle. Tout reposait désormais sur lui. Et il n'avait que 12 ans. Dans l'ombre d'une forêt montagneuse déjà engloutie par le crépuscule, Tommy Fletcher sentit son cœur battre avec une urgence nouvelle. Lui et Frank venaient de découvrir ce que son père, Michael Fletcher, avait appelé un jour « le trésor d'urgence ». Ce n'était pas de l'or ni des billets empilés, mais quelque chose de bien plus précieux et dangereux. Derrière un panneau dissimulé dans la roche, dans un compartiment que seuls quelques initiés pouvaient connaître, ils trouvèrent exactement ce que Michael avait promis des années plus tôt à son fils. Là, alignés méticuleusement, se trouvaient des équipements de communication militaire, des armes soigneusement empaquetées, des kits médicaux complets, et surtout un appareil de communication étranger qui n'avait rien à voir avec la technologie américaine. Frank le souleva comme s'il manipulait une relique radioactive et l'observa longuement. Ses traits se durcirent peu à peu tandis qu'une prise de conscience sombre traversait son regard. C'est du matériel militaire russe, probablement des années 1980, murmura-t-il. Ton père a dû le récupérer lors d'une de ses opérations. L'air sembla se figer autour de Tommy. Tout ce qu'il avait découvert ces derniers jours n'était qu'un pâle prélude. Son père avait affronté des menaces dont il n'avait jamais imaginé l'existence, et ses secrets n'étaient pas des vestiges du passé. Il respirait encore. Tommy activa alors la radio d'urgence et régla la fréquence que l'agent Martinez lui avait confiée. Sa voix tremblante franchit la barrière du silence. Agent Martinez, ici Tommy Fletcher. Nous sommes au dépôt 7. Ma mère est attaquée par des agents étrangers qui préparent cela depuis des décennies. La réponse fut immédiate, fulgurante, comme s'il n'avait attendu que ce signal. Ici Martinez.
Nous détectons plusieurs appareils aériens en approche de votre position. Activez la balise. Nous allons coordonner une extraction. Pendant que Tommy fouillait frénétiquement pour trouver le dispositif, Frank examinait toujours le matériel russe. Il ajusta l'antenne et, soudain, l'appareil crépita. Il recevait encore des transmissions. Quelqu'un se sert de ce poste pour intercepter des communications gouvernementales, constata Frank, livide. Ils surveillent le site ferroviaire depuis des mois. Ils savent presque tout. En consultant les messages enregistrés, Frank découvrit un plan calculé avec une patience effrayante. Des services de renseignement étrangers suivaient depuis longtemps les déplacements d'Edward Chen. Ils avaient attendu l'instant précis où l'homme se sentirait suffisamment vulnérable pour céder. La promesse de revoir des membres de sa famille, retenus derrière le rideau de fer depuis des décennies, avait suffi à altérer sa loyauté. Il avait trahi Dr Morrison. Il avait trahi les États-Unis. Il avait trahi Michael Fletcher. Tommy reprit la radio, déterminé. Agent Martinez, Edward Chen transmet des informations aux ennemis. Il connaît toutes les mesures de sécurité. Reçu, Tommy. Nous avions des soupçons depuis des mois, mais il nous manquait la preuve pour agir. Nous déployons le protocole final conçu par ton père. Le site est compromis. Le bourdonnement métallique d'hélicoptères fendit l'air. Leur bruit résonna contre les collines comme des tambours annonçant la guerre. À travers les branches, Tommy distingua des silhouettes volantes se rapprochant rapidement. Certaines portaient des insignes gouvernementaux. D'autres, en revanche, étaient civiles, anonymes, inquiétantes. Puis la radio étrangère se remit à grésiller, des voix énonçant des ordres en russe. Frank pâlit davantage. Ils ne veulent pas voler la technologie, traduisit-il d'un ton grave. Ils veulent la détruire, réduire à néant 70 ans de recherche américaine. Leur objectif n'a jamais été de s'emparer du savoir. Ils veulent empêcher le monde entier d'y avoir accès. Une vague glacée traversa Tommy. Toutes les générations qui avaient secrètement protégé ce projet, tous ces sacrifices faits dans l'ombre. Tout allait disparaître. Tommy tendit la main vers le micro pour alerter à nouveau Martinez, mais avant qu'il ne puisse émettre, des projecteurs puissants jaillirent du ciel, transformant la cachette en scène de théâtre tragique. Un hélicoptère étranger venait de les repérer. Des hommes armés descendaient déjà en rappel, silhouettes fantomatiques prêtes à frapper. Frank attrapa la main de Tommy et y plaça un petit appareil qui clignotait d'une lumière rouge, régulière, implacable. « Prends ça et cours », ordonna-t-il d'une voix ferme. « Va jusqu'au site ferroviaire et trouve l'entrée secrète de la vraie installation de recherche. Chen ne la connaît pas. Ton père a inscrit l'accès sur sa carte. » Tommy baissa les yeux vers l'objet. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un interrupteur de la mort », répondit Frank. Il ouvrit alors son sac, révélant des explosifs soigneusement attachés. S'ils veulent réduire en poussière le travail du docteur Morrison, ils devront passer sur mon corps. Toi, assure-toi que cette recherche survive. Que les bonnes mains puissent en hériter. Les premiers pas lourds des assaillants frappèrent déjà le sol autour d'eux. Les cris, les armes prêtes à tirer, l'inéluctable violence. Tommy n'eut pas le temps de protester. Frank le poussa vers une sortie, un simple boyau camouflé dans l'obscurité. Tommy courut. Les branches griffèrent ses bras, ses jambes, mais il ne ralentit pas. Du coin de l'oreille, il entendait encore la voix de Frank, défiant l'ennemi avec la même bravoure qui avait animé Michael Fletcher pendant tant d'années. Le sol vibra soudain. Une explosion retentit, projetant un souffle chaud à travers la forêt. Frank avait tenu sa promesse. Tommy était désormais seul. Seul avec l'avenir du pays entre ses mains d'enfant. La radio grésilla encore. La voix de Martinez se fit entendre avec une urgence non dissimulée. Frank nous a donné la fenêtre dont nous avions besoin. Les appareils étrangers battent en retraite, mais ils ont posé des charges dans la vraie installation. Tommy, tu es le seul assez proche pour empêcher une catastrophe. Il reprit son souffle, le regard fixant la carte de son père. Les symboles qui naguère lui semblaient sans importance prenaient maintenant sens. Un système souterrain. Une entrée secondaire. Une chance. Cherche une bouche de ventilation au nord-ouest de la locomotive, indiqua Martinez. Les hélicoptères tournaient encore au-dessus de lui comme des prédateurs. Des voix en plusieurs langues résonnaient entre les arbres. Il n'abandonnerait pas.
Tommy repéra finalement une grille recouverte d'un camouflage si habile qu'il fallut son couteau de chasse pour soulever la plaque. Une odeur de métal et de poussière s'en échappa. Sous ses pieds, une échelle plongeait dans les ténèbres insondables. « J'ai trouvé l'entrée », annonça Tommy. « Descends avec prudence. Des matériaux extrêmement dangereux sont toujours actifs là-dessous. Récupère les dernières notes du docteur Morrison et remonte-les avant qu'il ne puisse tout détruire. C'est capital. » La descente fut plus terrifiante que n'importe quelle aventure qu'il avait imaginée. Là, il n'y avait pas de sentier. Pas d'air libre. Pas de lumière naturelle. Seulement un gouffre où reposait un secret suspendu entre deux époques. Ses pieds touchèrent finalement un sol bétonné. Des couloirs immenses s'ouvraient devant lui, éclairés par une lumière d'urgence déclenchée par sa présence. L'infrastructure semblait ancienne, mais les technologies qu'il apercevait paraissaient encore modernes. Le laboratoire caché du docteur Morrison était bien plus étendu qu'il ne l'avait jamais soupçonné. Des panneaux indiquaient les directions. Certains en anglais, d'autres curieusement en russe. Tommy comprit alors que ce projet avait peut-être été, jadis, une coopération internationale, avant que la guerre froide ne transforme alliés en ennemis. Quand il pénétra dans la salle centrale, son souffle se coupa. Des ordinateurs ronronnaient encore. Des machines complexes clignotaient de petites lumières témoignant d'une activité continue. La recherche ne s'était jamais arrêtée. Quelqu'un avait poursuivi l'œuvre du scientifique pendant plus de 70 ans. Sur une table, un journal récent reposait, ouvert. Il lut la dernière entrée. Jour 7847 depuis la fermeture officielle du projet Mountain Shadow. Les avancées obtenues pourraient révolutionner l'énergie mondiale. Les conséquences politiques demeurent trop risquées. Le contact d'Edward Chen avec les services étrangers nous oblige à relocaliser l'ensemble de l'installation au plus vite. Un bruit sourd résonna derrière lui. Des pas rapides, déterminés. Les agents ennemis étaient déjà dans le tunnel, se frayant un chemin avec la précision meurtrière de soldats entraînés. Tommy referma le journal avec une décision ferme. Il attrapa tout ce qu'il put, cherchant les documents les plus cruciaux, les disques durs, les plans, tout ce qui pourrait préserver la vision de Dr Morrison et l'héritage des Fletcher. Les voix se rapprochaient. Un cliquetis métallique. Une sécurité retirée. Des armes prêtes. Il serra le dispositif que Frank lui avait confié. Sa gorge se noua, mais son regard s'endurcit. Le monde n'avait jamais été aussi sombre, mais jamais non plus l'espoir n'avait reposé sur des épaules aussi jeunes. Il pensa à sa mère. À Frank. À son père dont l'ombre protectrice l'accompagnait encore. À tous ceux qui avaient protégé ce secret avec leur vie. Puis il s'élança dans le couloir opposé, les documents serrés contre lui, déterminé à faire ce que son père aurait fait. Il n'était plus un simple garçon. Il était un Fletcher. Et l'avenir lui appartenait de le défendre. Il agrippa le carnet de recherche et rassembla autant de supports de stockage que ses bras pouvaient porter, puis déclencha une dernière fois la radio d'urgence. Agent Martinez, je suis dans l'installation et j'ai les documents de recherche, mais des hommes armés sont ici aussi, et je ne crois pas pouvoir ressortir par le chemin par lequel je suis entré. La réponse arriva immédiatement, accompagnée d'instructions qui allaient mettre à l'épreuve chaque compétence de survie apprise auprès de son grand-père et chaque parcelle de courage héritée de son père. L'explosion qui secoua l'installation souterraine projeta Tommy au sol, il roula sur le carrelage du laboratoire, assommé par la déflagration, les oreilles bourdonnantes, la poussière et des débris pleuvant du plafond. Les agents ennemis avaient amorcé leur séquence de démolition, mais leur dispositif temporel avait dysfonctionné, il éclata prématurément, emprisonnant à la fois Tommy et ses poursuivants dans un réseau de tunnels déjà en train de s'effondrer. Les éclairages d'urgence vacillèrent tandis que les systèmes de secours luttaient pour maintenir une lueur ténue dans les salles partiellement détruites. Des voix, incompréhensibles, portées par un accent russe, s'élevaient derrière lui. Le tunnel principal qu'il avait emprunté pour pénétrer dans le laboratoire était désormais obstrué par des dalles de béton effondrées et des poutres tordues. Il parla dans sa radio, la voix entrecoupée par le crachotement de la transmission, les explosifs sont partis trop tôt. L'installation s'effondre et je suis bloqué ici, avec les hommes armés. Le silence se fit, chargé et terrifiant, puis la voix de Martinez réapparut, nous suivons une activité sismique à votre position. Il devrait y avoir une issue de secours marquée en rouge près du poste de travail principal. Suivez-la vers la surface, mais faites attention. Nos images indiquent au moins 3 hostiles encore mobiles dans votre secteur. Tommy rassembla à la hâte la documentation et le carnet, les disques,
les clés et entreprit de chercher, à tâtons, les marques rouges que Martinez avait décrites. Le laboratoire se révéla plus vaste qu'il ne l'avait cru au premier abord, des postes de travail en enfilade, des annexes techniques, des salles d'équipement secondaires s'ouvraient en rayon depuis la zone centrale. L'éclairage de secours déclinait, sa lampe de poche devint le seul phare fiable au milieu du chaos. Sous des dalles brisées, semi-ensevelies, un boîtier, probablement le compteur d'un autre engin, affichait un décompte numérique résiduel. Malgré l'explosion initiale, l'appareil continuait d'afficher un compte à rebours, 3 minutes restantes avant une seconde détonation qui anéantirait ce qui subsistait de l'installation. Un froid glacial d'effroi serra la poitrine de Tommy. Près du poste de travail originel du docteur Morrison, une entrée de tunnel peinte en rouge apparut enfin, comme une promesse de sortie. Lorsque Tommy s'en approcha, des silhouettes armées surgirent des ombres. Les opérateurs ennemis, manifestement indemnes après l'effondrement, étaient résolus à mener leur mission jusqu'au bout, même si cela exigeait leur mort. « Garçon », appela un d'entre eux d'un anglais fortement accentué, « rends-nous ces documents et nous te ferons remonter sain et sauf. » Tommy serra les supports contre sa poitrine, la mémoire du sacrifice de Frank et les années de dévouement de son père lui revenant en flash. Une loyauté ancienne et sourde le poussa à refuser. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous avez failli nous faire tous sauter. » L'homme qui s'avança dans le faisceau de sa lampe avait l'allure d'un soldat de carrière, une quarantaine d'années, visage durci, regard métallique. Les recherches du docteur Morrison appartiennent à la communauté scientifique internationale, pas à un État seul, déclara le commandant. Tommy répliqua, incisif, alors pourquoi détruisez-vous tout au lieu de partager? L'expression de l'homme trahit que la question était plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Parce que certaines connaissances sont trop dangereuses pour exister, répondit-il. Votre gouvernement a gardé ce programme secret pendant 70 ans parce qu'il connaît à la fois son pouvoir de création et son pouvoir de destruction. Tommy recula vers l'ouverture marquée en rouge, sans rompre le contact visuel, palpant à l'aveugle la paroi jusqu'à trouver l'accès. Les leçons du grand-père ne jamais tourner le dos au danger même lorsque la fuite semble la seule option lui revinrent avec une clarté nouvelle. Le compteur sur l'appareil montrait moins de 2 minutes. Les systèmes d'urgence diffusaient à présent des messages d'évacuation en plusieurs langues, monotones et paniqués. Un obstacle subsistait, une porte coupe-feu scellée, à ouverture contrôlée, barrée par un panneau d'accès. La porte demande le code d'accès personnel du docteur Morrison, observa un des opérateurs en s'approchant. Une remarque sèche glissa, un code qui est mort avec lui en 1954. À moins que vous ne sachiez quelque chose que nous ignorons. L'esprit de Tommy s'emballa. Il fouilla dans ses souvenirs, parmi les documents du père et les récits de Frank. Une mention familière refit surface, Catherine Morrison, la fille du docteur Morrison, qui avait épousé Frank et vécu à Pine Ridge jusqu'à sa mort. Le petit compas du grand-père, qu'il trimballait depuis l'enfance, prit soudain une signification qu'il n'avait jamais soupçonnée. Cette boussole avait appartenu à son grand-père, reçue en cadeau de Frank, lui-même l'ayant reçue de Catherine, et Catherine l'avait héritée de son père, le docteur Morrison. Pour la première fois depuis des années, il examina le revers de l'instrument. Un fin gravage parcourait le métal, une série de chiffres minuscules, 051954. Le mois et l'année où le projet, Mountain Shadow, avait officiellement pris fin. Une logique simple mais décisive s'imposa à lui. Avec 30 secondes au compteur, il tapota ces chiffres sur le panneau d'accès. La porte glissa en grinçant mécanique et révéla un passage d'évacuation qui montait vers la surface, vers la lumière. Derrière lui, les hommes armés se ruèrent, Tommy se précipita déjà vers la sortie, tenant serrés les travaux du docteur Morrison contre sa poitrine, le compas du grand-père serré dans sa main comme une encre. Il déboucha à l'air libre juste au moment où la seconde explosion remuait la montagne, projetant une colonne de fumée et de gravats dans le ciel du matin. L'installation, cachée depuis 7 décennies, n'était plus que ruines et souvenirs que peu comprendraient entièrement. À la sortie du tunnel, une équipe dirigée par l'agent Martinez attendait, ayant triangulé sa position grâce au signal de détresse. Le soulagement se peignit sur leur visage alors que Tommy remettait les carnets et les supports. L'instant d'allègement fut cependant de courte durée, des détonations, brèves et sporadiques, retentirent dans la forêt en contrebas. Les opérateurs ennemis qui ont survécu à l'effondrement, expliqua Martinez en aidant Tommy à se relever, tentent une ultime fuite avec tout ce qu'ils ont pu récupérer. Il faut les empêcher d'atteindre leur point d'extraction. Tommy plongea le regard sur la forêt qu'il connaissait comme les lignes de sa propre paume, des sentiers marqués par la faune, des clairières, des ravines, les signes muets que la nature offre à qui sait lire.
Ces mêmes signes allaient servir maintenant une autre chasse, d'une nature bien différente, traquer des hommes entraînés, armés et déterminés. Il consulta le compas de son grand-père et évalua les itinéraires probables. S'ils essaient de rejoindre un hélicoptère, il n'y a que 3 emplacements dans ce relief où un appareil pourrait se poser en sécurité, dit-il. Martinez étudia son expression, puis prit une décision inhabituelle, confier à Tommy une mission dangereuse mais cruciale. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse suivre leurs traces et guider nos équipes d'interception. Les agents gouvernementaux, bien entraînés et lourdement équipés, se déplaçaient dans ces montagnes comme des visiteurs. Tommy, en revanche, en était une partie intrinsèque. Il se mouvait à travers les sapins comme l'eau dans son lit, glissant, contournant, décelant les indices à un talus retourné, l'odeur d'un feu récent, des empreintes qui témoignaient d'un passage hâtif. En suivant des empreintes dans la terre meuble et des branches brisées, il guida la troupe à travers des ravins oubliés et le long de crêtes qui n'apparaissaient sur aucune carte ordinaire. Le compas devint, dans l'obscurité du couvert forestier où le GPS déraillait, la boussole morale qui fixait le cap. Il se dirige vers Eagles Point, rapporta Teil par radio en analysant la mousse perturbée et les pierres déplacées le long d'un sentier de gibier. C'était le seul emplacement accessible à pied capable d'accueillir un hélicoptère. La poursuite se transforma en un jeu sauvage entre un prédateur entraîné et des fugueurs professionnels. La connaissance intime du terrain de Tommy fit pencher la balance. À un gué étroit où Miller Creek creusait un passage à travers une gorge rocheuse, il vit l'opportunité qui pouvait clore la traque. Les hommes de l'autre groupe n'avaient d'autre choix que de traverser à un endroit précis, où des troncs d'arbres abattus formaient le pont précaire sur les eaux rugissantes. Tommy connaissait un raccourci à un passage en écharpe par Devil's Canyon qui permettrait à son équipe de devancer les fuyards et de se placer en embuscade au passage obligé du gué. Agent Martinez, si nous contournons par Devil's Canyon, dit-il, pointant la route escarpée qui demanderait de l'endurance mais gagnerait un temps précieux, nous pouvons arriver devant eux. Ils seront piégés au gué sans aucune issue. La décision fut prise sans hésitation. Les hommes du gouvernement, guidés par un garçon élevé au rythme de ces montagnes, s'engagèrent dans la manœuvre. La forêt, qui quelques heures plus tôt avait été pour Tommy un refuge d'enfance, devint l'arène où se jouerait le sort d'une découverte capable de changer l'équilibre du monde. Chaque pas comptait, chaque branche cassée, chaque pierre déplacée et témoignage muet d'un passage récent convergèrent vers le moment où la traque pourrait prendre fin. Ce jour-là, au cœur des pins et des crêtes, la convergence entre mémoire familiale, sacrifice passé et responsabilité pour l'avenir trouva sa forme la plus brute, un jeune homme, chargé du legs de plusieurs vies, guidant une troupe vers l'endroit où la vérité et la violence se disputeraient le dernier chapitre d'un secret trop longtemps enfoui. Au cœur de la même forêt où tout avait commencé, là où un garçon de 12 ans avait simplement suivi des traces de cerf un matin d'été, se jouait désormais la dernière confrontation. Le murmure du ruisseau, qui serpentait entre les rochers comme un fil d'argent vibrant, semblait retenir son souffle. Les pins immobiles, hautes sentinelles de l'histoire, observaient en silence. Ce décor, à la fois sauvage et familier, formait un théâtre bien trop grand pour un enfant, mais parfaitement adapté au dénouement d'un mystère qui avait pris des proportions qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque les agents ennemis s'avancèrent pour traverser le ruisseau, ils ne virent pas au premier regard les silhouettes tapies dans l'ombre. Grâce à la connaissance intime qu'avait Tommy de chaque arbre, de chaque talus et de chaque passage discret, les forces gouvernementales avaient pu se déployer avec une précision implacable. En quelques secondes, les assaillants se retrouvèrent encerclés, piégés dans un étau silencieux dont seul Tommy avait su tracer les contours. Le chef des intrus, le même homme qui avait tenté de parlementer avec lui dans le laboratoire en train de s'effondrer, leva les mains, résigné. Pourtant, avant qu'on ne lui passe les menottes, sa voix retentit au-dessus de l'eau glacée. Le garçon en sait trop, lança-t-il à agent Martinez. Les recherches du docteur Morrison étaient gardées secrètes pour de bonnes raisons. Certaines connaissances sont trop dangereuses pour être préservées, peu importe le gouvernement qui prétend les contrôler. Les mots, durs comme des pierres, frappèrent l'esprit de Tommy avec la force d'une vérité encore nue, encore hérissée d'inquiétude. Il regarda les prisonniers être escortés vers les véhicules blindés. Il avait contribué à sauver des données essentielles, capturé des agents ennemis et prévenu une catastrophe. Pourtant, un doute profond s'immisça en lui. Peut-être que se battre pour la vérité ne suffisait pas toujours. Peut-être que certaines vérités ne devaient jamais être exposées au jour. Le vieux compas de son grand-père pendait contre sa poitrine, témoin silencieux de cette aventure inattendue. Il l'avait guidé, oui, mais il l'avait aussi mené vers une réalité où l'innocence lui échappait déjà. Tommy comprit que son avenir ne serait plus jamais dicté par les simples certitudes de l'enfance.
Il entrait dans un monde où chaque secret était une bombe en sommeil, où la connaissance pouvait illuminer les peuples ou les réduire en cendres. Les hélicoptères militaires brisèrent le silence en surgissant au-dessus des arbres. Leurs rotors soulevèrent des nuages d'aiguilles de pin tandis qu'il emportait les prisonniers et sécurisait les preuves restantes. Dans le vacarme du métal et du vent, Tommy réalisa que sa mission ne faisait que commencer. La protection de l'héritage familial reposait désormais sur ses épaules. 3 heures plus tard, dans un centre de commandement improvisé, l'air vibrait encore de tension mais la peur avait cédé la place à la résolution. Tommy feuilletait des documents classés secret défense, des dossiers capables de bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille et sur lui-même. Agent Martinez posa devant lui une chemise frappée du nom de Michael Fletcher. Une photo. Des diplômes. Des rapports codés. Ton père n'était pas qu'un agent de sécurité, expliqua Martinez d'une voix grave. Il était l'héritier désigné du programme scientifique du docteur Morrison. Si le site d'origine avait été compromis, il devait poursuivre les recherches ailleurs. Il avait été formé pour cela. Sous les yeux de Tommy défilaient des schémas complexes, des notes sur des technologies qu'il n'avait vues que dans des romans futuristes. Il découvrait que l'homme qui lui avait appris à lancer une ligne dans la rivière et à repérer les traces de pattes dans la neige avait aussi été un scientifique hors pair, diplômé en physique nucléaire et en ingénierie, un expert parmi les plus brillants du pays. Un homme que son propre fils avait pourtant cru ordinaire. La révélation se poursuivit, plus sombre encore. L'accident qui l'a tué n'en était pas un, ajouta Martinez, pesant chaque mot. Il avait découvert que Edward Chen collaborait avec l'ennemi depuis longtemps. Lorsque ton père l'a confronté, Chen a paniqué et déclenché un dispositif explosif conçu pour effacer toute preuve de trahison. Une brûlure opprima la poitrine de Tommy, comme si l'air lui devenait plus lourd. Tellement de mensonges. Tellement de secrets. Alors que le silence commençait à gagner la pièce, sa mère entra. Son visage était marqué par l'épuisement, mais dans son regard brillait une gratitude immense. Elle le prit par la main avec tendresse. « Ton père m'a fait promettre de te garder éloigné de tout cela », confia-t-elle. « Il voulait que tu grandisses libre, avec le choix de ton avenir. Mais après ce que tu viens de vivre, ce choix semble déjà être fait. » Agent Martinez déroula d'autres plans, d'autres documents, présentant l'ampleur du projet que Tommy venait d'hériter sans le savoir. Le docteur Morrison avait conçu une technologie capable de révolutionner la production énergétique, d'offrir une source propre et illimitée, de mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et de guérir la planète de ses blessures les plus profondes. Tommy en resta muet. Ce n'était plus seulement une mission scientifique. C'était une responsabilité envers le monde entier. Si cette technologie est aussi précieuse, pourquoi l'avoir cachée pendant plus de 70 ans, demanda-t-il enfin. Parce qu'elle peut aussi être transformée en arme, répondit Martinez. Une arme d'une puissance telle que les bombes nucléaires sembleraient primitives en comparaison. Morrison avait compris qu'il fallait protéger ses découvertes jusqu'à ce que l'humanité soit assez sage pour les utiliser à bon escient. Le poids de cette vérité tomba sur Tommy comme un manteau de plomb. Il se rendit compte que sa décision n'avait rien à voir avec une simple tradition familiale. Ce qu'il ferait de ces secrets influencerait l'avenir même de l'humanité. Il pouvait devenir un gardien de lumière ou, par inadvertance, l'architecte de l'ombre. Sa mère sortit alors un document qu'elle conservait depuis des années, sans jamais pouvoir le montrer. Ton père a prévu ce moment. Si tu choisis de poursuivre son travail, tu recevras une éducation spécialisée, entièrement financée. Il a créé un fonds pour te former à devenir le protecteur de ce savoir. Toutefois, ce chemin s'accompagnera d'un devoir de silence absolu, comme celui qu'il a porté jusqu'à son dernier souffle. Tommy observa en détail le programme d'études. Des universités prestigieuses. Des entraînements secrets. Une vie où chaque amitié, chaque parole, chaque geste pourrait être scruté par des ennemis invisibles. Puis une autre question surgit en lui, impossible à taire. Jake Morrison est-il vraiment le petit-fils du docteur? Martinez acquiesça. Sa famille a été relocalisée pour leur sécurité. Ils ont choisi Pine Ridge pour recommencer, et nous avons continué à veiller sur eux en silence. Jake ignore tout. Cependant, si tu acceptes ton rôle, il recevra la même offre. Morrison souhaitait que sa descendance travaille ensemble à achever ce qu'il avait commencé. Tommy songea à son meilleur ami. À leur rire autour du feu. À leur bravoure involontaire face au danger. Jake méritait de savoir qui il était vraiment. Mais cette vérité serait aussi un fardeau,
et Tommy devrait décider s'il était prêt à lui en imposer le poids. Dehors, les moteurs des hélicoptères grondèrent à nouveau. Les caisses éclatantes de métal qui contenaient les recherches sauvées quittaient la montagne, en route vers un lieu encore plus sécurisé, confié à une génération de scientifiques et de gardiens en devenir. Le monde allait changer. La question était simplement, quand? Et grâce à qui? Tommy comprit que son choix déterminerait si l'héritage du docteur Morrison servirait enfin l'humanité ou si, par prudence ou par peur, il resterait enfoui pendant encore 70 ans. 6 mois passèrent. La vie de Tommy Fletcher n'avait plus rien à voir avec celle du garçon qui courait sur les sentiers boisés de Pine Ridge. Debout dans une salle de classe secrète, aménagée derrière les murs sobres du département de physique de l'Université du Montana, il observait l'avenir se déployer devant lui. Ici, rien ne ressemblait à l'école élémentaire où sa mère enseignait aux plus jeunes. Écran holographique, instruments de mesure à la pointe de la technologie, modèles énergétiques révolutionnaires, chaque détail respirait l'ambition et l'urgence. Les murs semblaient chuchoter les 1000 promesses d'un avenir encore fragile. Agent Martinez était souvent là. À mi-chemin entre mentor, protecteur et officier supérieur, il avait pris la responsabilité de guider Tommy dans cet apprentissage à la frontière de la science et de la sécurité nationale. Ensemble, ils exploraient les travaux du docteur Morrison, équation capable de dompter l'énergie la plus fondamentale de l'univers, machine dont la seule existence devait encore rester un secret. Chaque jour, Tommy grandissait. Son regard d'enfant s'effaçait, remplacé par la détermination d'un jeune homme conscient que le monde pouvait basculer à tout instant. Pourtant, au fond de lui, subsistait une blessure. Le deuil de son père, ravivé par la vérité, ne disparaissait pas si facilement. Il choisit toutefois de puiser dans cette douleur une direction. Il ne laisserait pas le sacrifice de Michael Fletcher devenir un simple dossier classifié. Il travaillerait pour que le rêve de Morrison, celui d'une énergie propre, illimitée, accessible au peuple de toute la planète, voie un jour la lumière. Il protégerait aussi ce savoir des mains avides et destructrices qui avaient déjà tenté de le voler. Un jour, peut-être, il marcherait à nouveau sur les sentiers de son enfance, libre de raconter cette histoire qui avait commencé avec un compas et une simple curiosité d'enfant. Mais en attendant, il se préparait. Parce que l'avenir du monde, d'une certaine manière, attendait qu'il soit prêt. Tommy Fletcher n'était plus seulement un garçon des montagnes. Il était devenu le gardien silencieux d'une force assez puissante pour sauver ou anéantir l'humanité. Son aventure ne faisait que commencer. Dans le programme secret dont Tommy faisait désormais partie, le curriculum couvrait l'ensemble des savoirs jugés nécessaires pour protéger l'héritage scientifique du docteur Morrison. On y étudiait aussi bien la physique nucléaire que la survie en milieu sauvage. Cette alliance entre intelligence scientifique et compétences pratiques reconnaissait une vérité essentielle, la connaissance révolutionnaire de Dr Morrison ne pouvait être préservée que par des esprits capables de comprendre autant les équations que les dangers de la nature ou du monde. Ce jour-là, Agent Martinez projeta plusieurs schémas complexes qui représentaient la théorie des cascades énergétiques, le cœur des recherches confiées jadis à Frank Kowalski et à son équipe. Aujourd'hui, nous allons examiner comment ces découvertes pourraient, un jour, offrir une source d'énergie propre et illimitée à l'humanité, expliqua-t-il d'une voix grave, mais empreinte d'enthousiasme. Tommy observait attentivement les diagrammes lumineux. Porteur, la responsabilité de ce savoir lui paraissait encore irréelle. Il portait désormais une plaque de sécurité junior, symbole à la fois d'un privilège exceptionnel et d'un poids écrasant. Ce badge lui accordait accès à des informations classifiées, mais il rappelait également que chacun de ses pas était suivi, contrôlé, protégé. Il se retrouvait au cœur d'un héritage dont il n'avait jamais demandé à faire partie, un héritage qu'il devait encore choisir d'assumer pleinement ou non. À ses côtés, Jake Morrison étudiait les mêmes schémas. La révélation récente concernant sa propre ascendance avait bouleversé ce garçon logique, méthodique et d'une grande curiosité scientifique. Son lien de parenté avec le génial Dr Morrison avait transformé sa vie du jour au lendemain. Toutefois, avec l'esprit analytique qui le caractérisait, Jake avait accepté cette nouvelle réalité comme un défi à relever. Il repérait désormais dans ses équations modifiées un horizon bien plus vaste que celui de la simple production énergétique. Ces ajustements suggèrent des applications dépassant largement le domaine de l'énergie, commenta-t-il, les sourcils froncés dans la concentration. On parle ici de réécrire les fondements même de la matière. Martinez hocha la tête. Le docteur Morrison avait compris que son travail toucherait à des domaines sensibles, santé, exploration spatiale, et potentiellement des systèmes d'armement capables de bouleverser l'équilibre mondial. Vous devez garder cela à l'esprit à chaque nouvelle ligne d'équation.
Tommy leva la main, un geste qui lui semblait presque déplacé dans cet environnement qui le traitait déjà comme un collègue plutôt qu'un simple adolescent. Agent Martinez, comment peut-on déterminer si le monde est prêt pour une telle technologie, demanda-t-il, conscient que cette question l'habitait depuis qu'il avait découvert les tunnels et le train abandonné. Un silence respectueux suivit. C'est la question qui a hanté ton père pendant 15 ans, répondit Martinez, la voix plus douce. Il était convaincu qu'aucun gouvernement, aucun individu, ne devait avoir le pouvoir exclusif de décider du destin d'un savoir si crucial. Selon lui, la recherche de Dr Morrison appartient à l'humanité tout entière, mais elle doit être divulguée avec prudence, progressivement, et seulement quand les conditions morales, diplomatiques et scientifiques seront réunies. La formation ne s'arrêtait jamais aux salles de classe. Les exercices sur le terrain ramenèrent souvent Tommy et Jake dans les vastes territoires sauvages du Montana. Jadis simple terrain de jeu, ces forêts et montagnes étaient devenues des zones stratégiques régies par des directives secrètes. Leur mission consistait désormais à inspecter et à sécuriser plusieurs sites dans lesquels étaient dissimulés des laboratoires de secours, des serveurs de données et des caches d'équipements. Tommy perfectionnait ses compétences naturelles d'explorateur, enrichies d'une discipline quasi militaire. Jake, de son côté, déployait une excellence grandissante dans les mathématiques appliquées et l'ingénierie. Ensemble, ils formaient un duo complémentaire, indissociable, presque légendaire parmi les instructeurs. Lors d'une mission d'entraînement, ils découvrirent qu'ils n'étaient pas les seuls adolescents impliqués dans des projets secrets liés à l'héritage scientifique de l'époque de la guerre froide. D'autres jeunes, sélectionnés dans différents États, suivaient un parcours similaire. Chacun d'eux représentait une nouvelle génération de « gardiens », appelés à protéger des avancées pouvant changer le destin de l'humanité. Une société secrète scientifique, murmura Jake durant une pause, essuyant la sueur sur son front. Sauf qu'au lieu de rituels ridicules, on apprend à défendre des connaissances capables de modifier la civilisation. En parallèle, la relation entre Tommy et sa mère changeait profondément. Sarah Fletcher, autrefois simple enseignante, occupait désormais un rôle déterminant, elle servait d'intermédiaire entre le gouvernement et la communauté de Pine Ridge. Elle préservait les couvertures discrètes qui cachaient la présence continuelle d'activités classifiées dans la région. Elle s'était raccrochée à l'héritage de Frank avec courage et détermination. L'héroïsme de Frank Kowalski avait été officiellement reconnu. On avait érigé en son honneur un mémorial sur le site principal du centre de formation. Tommy s'y rendait régulièrement pour méditer devant la stèle, cherchant force et inspiration dans le sacrifice d'un homme simple devenu protecteur d'un secret colossal. Le badge de sécurité junior conférait également une responsabilité nouvelle à Tommy, le pouvoir de recommander d'autres jeunes au programme. Agent Martinez, il y a des adolescents de Pine Ridge qui pourraient contribuer à cette mission, déclara-t-il au cours d'un entretien de performance. Martinez sourit, comprenant que Tommy franchissait un cap, il ne subissait plus son destin. Il commençait à le diriger. Ton père aurait été fier de te voir penser à l'avenir en bâtissant des cercles de confiance plus larges. C'était la vision du docteur Morrison, non pas des gardiens isolés, mais une communauté soudée par un objectif commun. Le temps poursuivit sa course. 2 années passèrent depuis la découverte des rails rouillés qui avaient bouleversé la vie de Tommy à jamais. À présent âgé de 14 ans, il s'asseyait souvent à la table de la cuisine et consignait soigneusement ses pensées dans un nouveau journal, destiné aux gardiens qui viendraient après lui. Il savait désormais que tout savoir important s'accompagnait d'une transmission responsable. La petite ville de Pine Ridge avait discrètement changé. De nouvelles familles étaient arrivées, toutes dignes de confiance, sélectionnées avec soin. Les enfants grandissaient avec l'intuition qu'un secret précieux entourait leur communauté. Certains apprenaient, sans le savoir encore, à devenir les gardiens de demain. Jake, devenu officiellement son partenaire dans le programme, poursuivait ses études avancées en énergie. Il apportait ses propres idées au projet, comme s'il suivait une voie écrite dans son ADN. Par moments, cependant, il se souvenait avec nostalgie du temps où leur seule inquiétude était la pêche au lac Silver. Tu te rappelles? À ce moment-là, la seule chose importante c'était de savoir si la truite allait mordre, plaisanta-t-il un soir, levant les yeux d'un manuel scientifique. Tommy eut un sourire tendre. Parfois, j'aimerais encore tout ignorer, mais je crois vraiment que ce que nous faisons ici compte. Un matin, Sarah entra dans la cuisine en tenant une enveloppe officielle. Agent Martinez demande à vous voir. Il y a eu une nouvelle découverte. Cette rencontre révéla que plusieurs sites secrets semblables à celui de Pine Ridge parsemaient l'Ouest américain. Le docteur Morrison avait établi, des années auparavant, un réseau entier de laboratoires.
Les familles qui les protégeaient transmettaient désormais leurs responsabilités à leurs enfants, qui rejoignaient progressivement le programme initié grâce aux exploits de Tommy et Jake. « Ton père serait fier », dit Martinez en observant Tommy alors qu'il visitait le centre de coordination. Le système qu'il a conçu protège maintenant des sites répartis dans 12 États. Et tous sont surveillés par des jeunes qui comprennent que l'innovation doit aller de pair avec la prudence. Le site du train abandonné avait été transformé en un mémorial vivant. Les wagons et la locomotive, restaurés, brillaient désormais dans une clairière préservée. Ce lieu servait à la fois de musée, de centre de formation et de rappel du prix énorme payé par des personnes comme Frank Kowalski et Michael Fletcher, qui avaient risqué ou donné leur vie pour sauver des connaissances capables de sauver ou de détruire. Tommy et Jake marchèrent parmi les rails nettoyés, entre les panneaux pédagogiques qui retraçaient les événements décisifs de leur aventure. Le soleil couchant donnait aux montagnes des teintes dorées. « Je pense souvent à l'avenir », avoua Tommy. « À ce jour où ce sera à nous de décider ce que nous allons révéler au monde. » Jake acquiesça pensivement. Mon arrière-grand-père croyait que la science devait servir l'humanité, mais il savait aussi que la sagesse ne progresse pas toujours aussi vite que la technologie. Peut-être que notre génération pourra enfin allier les deux. Tommy ouvrit son journal et commença une nouvelle page. Il y inscrivit une vérité qu'il ressentait profondément. Aujourd'hui, je comprends que certaines aventures ne s'achèvent jamais. Elles se transforment en responsabilités qui façonnent notre identité. Il repensa au garçon de 12 ans qui suivait des traces de cerf dans la forêt, insouciant. Ce garçon n'aurait jamais pu imaginer qu'il deviendrait le gardien de secrets capable de changer le monde. Cependant, il se sentit reconnaissant. Son instinct, sa curiosité, ses valeurs l'avaient conduit vers un sens, une utilité, un destin. Alors que le soleil disparaissait derrière les sommets du Montana qui avaient forgé son enfance, Tommy poursuivit son écriture. Ses mots, pleins de détermination, s'adressaient aux gardiens à venir. Leur mission était de protéger un héritage dangereux et magnifique, une promesse faite à l'humanité, celle d'un futur meilleur si, et seulement si, l'on était prêt à recevoir une telle lumière. Sous la pâle clarté du crépuscule, la boussole était posée à côté du journal, sa fine aiguille vibrant légèrement comme si elle respirait encore l'air de la montagne. Elle pointait inlassablement vers le nord, fidèle à son but premier, mais son sens semblait désormais bien plus profond qu'une simple indication géographique. Cette boussole avait guidé un père dans la lutte pour protéger un secret capable de transformer l'avenir du monde. À présent, elle appartenait à son fils, symbole silencieux du passage d'un destin d'une génération à l'autre, témoin d'une promesse qui ne devait jamais être rompue. Elle était devenue un héritage, un rappel constant qu'il existait quelque chose de plus grand à défendre que la simple survie individuelle, l'espoir même de l'humanité. Le chemin de fer, autrefois oublié et avalé par la forêt, n'était plus une relique du passé. Là où les rails s'effritaient sous la rouille, une renaissance discrète avait pris forme. De jeunes esprits, suffisamment courageux pour regarder la vérité en face et suffisamment disciplinés pour la garder secrète, s'étaient rassemblés. Ce qui n'avait été au départ qu'une aventure menée par un garçon curieux à la recherche d'une réponse sur un vieux mystère, s'était transformé en un réseau de surveillance et de protection couvrant désormais tout le continent. Chaque tunnel abandonné était devenu un avant-poste discret. Chaque ancien dépôt, une cache d'équipement. Chaque note consignée dans le journal du père de Tommy, un rappel des choix difficiles qui avaient permis que ce projet survive. Ces jeunes protecteurs savaient que certaines découvertes ne devaient être révélées que lorsque l'humanité serait prête. Ils avaient compris que la connaissance est un pouvoir immense, mais aussi une menace lorsqu'elle tombe entre les mains de ceux qui ne voient que domination et destruction. La lumière du progrès peut aveugler ceux qui ne sont pas préparés à en comprendre l'origine ni les conséquences. Les gardiens des rails, comme on avait fini par les appeler, veillaient à ce que ce pouvoir ne soit jamais utilisé pour nuire. Leur engagement n'était pas motivé par la gloire, mais par une compréhension profonde du sacrifice que leurs prédécesseurs avaient consenti pour assurer la sécurité de tous. Tommy referma lentement le journal et posa ses doigts un instant sur la couverture en cuir, marquée par les années et les mains qu'il avait tenues avant lui. Son cœur se serra brièvement. Dans ces pages reposaient les traces de son père, les peurs qu'il n'avait jamais avouées, les espoirs qu'il n'avait jamais partagés à voix haute. Ce journal contenait la vérité d'un homme qui avait préféré mourir plutôt que de permettre à des ennemis de s'emparer d'une invention trop puissante pour le monde tel qu'il était. Tommy sentait dans son corps la lourdeur de cette responsabilité, mais aussi l'allègement que procurait la certitude d'être prêt. Au-dessus de lui, les premières étoiles perçaient la voûte céleste, timides au début, puis de plus en plus nombreuses à mesure que la nuit avançait. Ces points brillants semblaient lui rappeler que la lumière existe toujours,
même quand tout paraît sombre, à condition de savoir la chercher. Une brise fraîche glissa entre les aiguilles des pins, apportant avec elle les parfums familiers de terre humide et de résine. Ce paysage, qu'il avait vu courir enfant, le voyait aujourd'hui se tenir droit, porteur d'un avenir que personne n'aurait pu envisager lorsqu'il avait découvert pour la première fois la locomotive silencieuse au cœur de la forêt. Il leva les yeux vers les constellations que son père lui avait appris à reconnaître. Les mêmes étoiles que ce dernier avait sûrement observées lors de ses longues nuits de veille, quand il travaillait dans l'ombre pour empêcher que la catastrophe ne s'abatte sur leur vie. Ces astres étaient les témoins silencieux de générations d'hommes et de femmes ayant fait passer le bien commun avant leur propre sécurité. Un lien invisible semblait relier les protecteurs d'hier à ceux d'aujourd'hui, comme un fil tendu entre les époques, résistant à l'usure du temps. Tommy se sentit soudain accompagné, même dans cette vaste étendue solitaire. La montagne n'était pas seulement son foyer. Elle était une gardienne, une confidente, presque une alliée. Les racines profondes des arbres, les ruisseaux cachés, les rochers immenses formaient une forteresse naturelle, façonnée par des millions d'années et devenue le dernier refuge d'un secret scientifique capable d'infléchir le destin de la planète. Chaque pierre, chaque brin d'herbe, chaque souffle du vent semblait lui murmurer qu'il n'était pas là par hasard. Il inspira profondément. Demain l'attendait déjà, grand et chargé de défis. De nouveaux messages à décoder, de nouveaux alliés à former, de nouvelles menaces à surveiller. Les adversaires qu'il avait affrontés n'étaient que les premiers d'une liste que l'avenir continuerait probablement d'allonger. Il le savait. Pourtant, la peur ne dominait pas son esprit. Ce qui régnait en lui, plutôt, c'était une détermination calme née du courage de ceux qui l'avaient précédé. Il pensa à son père. À son grand-père. À tous ceux dont les noms ne seraient jamais inscrits dans les livres d'histoire, mais dont les actions avaient déjà contribué à éviter un désastre inimaginable. Leur sacrifice s'inscrivait maintenant dans ses gestes et ses choix. La douleur de la perte se transformait lentement en force. Dans chaque étoile, il croyait percevoir un fragment de leur présence. Toute la nuit semblait lui dire « Tu n'es pas seul ». Tommy ramassa la boussole et la glissa dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Le métal froid contre sa peau lui rappela l'importance de rester orienté, dans tous les sens du terme. Garder le cap, ne jamais se laisser dévier par le doute ou par la tentation de révéler une vérité que le monde ne saurait pas encore gérer. Le journal, quant à lui, était précieusement refermé, prêt à servir de guide, d'archive, de fondation pour les prochains chapitres de cette mission. Il jeta un dernier regard vers l'horizon assombri. Les montagnes se découpaient en silhouettes majestueuses, leurs crêtes effleurant un ciel que la nuit engloutissait doucement. Demain, le soleil reviendrait baigner ces terres d'une lumière dorée. Demain, Tommy poursuivrait le travail commencé dans le secret des laboratoires enfouis sous la roche. Demain, il continuerait d'honorer la mémoire de ceux qui avaient refusé de renoncer. Chaque matin, il se lèverait avec cette même certitude, il avait trouvé son rôle, et aucun autre ne compterait autant. Les étoiles scintillèrent plus fort, comme si elles saluaient son engagement. Tommy sentit une chaleur tranquille se diffuser dans sa poitrine. Il n'était plus le garçon guidé par la curiosité de résoudre un mystère perdu. Il était devenu un gardien, un protecteur, un héritier d'une vérité prête à changer le monde lorsque le temps serait venu. Dans le silence sacré de cette nuit, une promesse prit forme. Il continuerait à défendre cet espoir fragile, à veiller sur les découvertes enfermées dans les profondeurs de la montagne. Aucun sacrifice ne serait trop grand pour préserver l'avenir. Sous le firmament étincelant, Tommy fit le serment de ne jamais trahir la confiance que son père avait placée en lui, ni l'amour que cette terre lui avait donné en retour. Un avenir nouveau s'annonçait, exigeant et incertain, mais il était prêt à l'affronter. Le nord brillait dans la boussole, constant, immuable. Une direction. Une mission. Et Tommy marcha vers demain.